お前はどっちがいい？お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。いや、フィフスWano Kuni Onigashima forme deux arcs en un qui est l'arc Wano Kuni, et l'auteur a donné son maximum pour nous créer l'arc le plus long de son œuvre. 148 chapitres, 13 tomes, on n'a jamais vu ça auparavant dans One Piece. Une préparation d'arc qui est phénoménale. À titre de comparaison, Dressrosa durait 102 chapitres. Des personnages attachants, une histoire construite, des péripéties incroyables pour en arriver à un dénouement qui changera le monde à tout jamais. L'avènement de Monkey D. Luffy en guerre 5 qui bat le roi des bêtes. Bonjour à tous, c'est le Senui Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez particulière au vu de la durée de cette dernière. On verra le processus qui a permis la venue du guerre 5. Pourquoi est-il si important? Et pourquoi est-ce que l'arc Onigashima est exceptionnel, complexe, mais également profond à tous les niveaux? On ne parlera pas de l'arc Wano, mais de l'arc Onigashima, car c'est l'arc le plus important. Wano Kuni est à Onigashima ce que Water 7 est à Enies Lobby. C'est un arc de préparation. Tout l'arc Wano a servi à préparer l'arc suivant. Présentation des problématiques sur Wano, résolution des problématiques sur Onigashima. Tout s'est joué sur Onigashima. C'est dans cet arc qu'il ne fallait pas se louper. C'est la victoire ou la fin de l'aventure. On continue ou on meurt. Après avoir lu l'arc pas mal de fois, je vais analyser, décortiquer, schématiser et expliquer Onigashima. Des enjeux à la victoire finale avec le Gear 5 du prochain roi des pirates. Merci à ceux qui mettront un pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. SK fera une partie de la vidéo car il a des éléments très intéressants à partager. Sachez également que cette longue vidéo n'est pas la seule, car deux autres vidéos tout aussi longues arrivent très prochainement. C'est parti. Comme dit en introduction, tout l'arc Wano a servi à préparer Onigashima. On est en plein dans la saga des 4 empereurs. Après avoir fait un carnage sur Whole Cake, Luffy s'apprête à faire tomber le roi des bêtes. Mais pour ça, il faut le battre. L'arc Onigashima est l'arc le plus important. Cet arc change absolument tout. C'est du jamais vu. Nous avons d'énormes conséquences au niveau mondial à tous les niveaux. Onigashima est factuellement bien plus important que Marineford. Tout a été fait pour que l'on en vienne à l'éveil de Nika, le dieu soleil, le guerrier libérateur. Nous n'avons pas un mais bel et bien deux empereurs qui ont combattu et qui sont tombés. Les Shichibukai ont été destitués, l'un des 3 grands pouvoirs. Luffy est devenu un empereur. Il n'a jamais été aussi près de son but. Pour reprendre les mots de Zoro et Sanji, une fois qu'on aura gagné la bataille, on aura un aperçu de Luffy en tant que roi des pirates. Ces mots sont forts et lourds de sens. Les Mugiwara ont franchi une étape cruciale car ils ont littéralement atteint le plus haut niveau actuel dans le monde, pour la piraterie. Le roi des pirates n'est plus, donc dans la piraterie, le plus haut niveau, c'est les équipages Yonko. Et l'équipage du chapeau de paille ne devient pas un équipage Yonko n'importe comment. Là, on parle d'un équipage victorieux sur un autre équipage Yonko. La première mention de Wano Kuni a été faite par Hawkback lors de l'arc Thriller Bark, quand il présentait Ryuma comme le samouraï légendaire qui a autrefois, selon la légende, abattu à lui seul un dragon. 11 ans plus tard, Wano Kuni ouvre enfin ses portes. Après une préparation qui a été faite sur le long terme. Plus de 10 ans que l'auteur prépare cet arc majeur. La quasi-totalité de la construction de l'histoire post-ellipse est faite pour en arriver à Wano, qui termine les préparatifs pour Onigashima. Dès que l'on a rencontré Kinemon et Momonosuke, tout a réellement commencé pour en arriver à Onigashima. Forcer l'arrêt de la production du SAD pour stopper l'approvisionnement des smiles de Kaido, faire tomber le Shichibukai et mettre de l'ombre de Flamingo. Partir sur Zou, récupérer le Road Poneglyph et les Minks en alliés. Apprendre que Sanji va se marier, chambouler Whole Cake Island, faire de Luffy un homme du calibre des premiers commandants, énerver Big Mom pour qu'elle vienne sur Wano. L'auteur a fait un pari, construire presque la moitié de son œuvre autour d'une seule finalité, qui est l'arc Onigashima. Une conclusion épique après une incroyable bataille. La saga des 4 empereurs a duré 7 ans. Zou, Whole Cake, Reverie, Wano Kuni, Onigashima. Beaucoup d'attentes et c'est totalement compréhensible. En tant que fan, il était impossible de ne pas être excité pour Onigashima. Et pour l'auteur, c'est la consécration de 10 ans de préparation pour faire tomber le roi des bêtes. Mais alors, des questions se posent.
Est-ce que l'arc est une réussite? Est-ce que l'arc est un échec? Y a-t-il factuellement des problèmes de cohérence? Les rapports de force ont-ils factuellement été respectés? Y a-t-il des problèmes de temporalité? Est-ce que tout a bien été fait sur le plan scénaristique? Je vous propose que vous mettiez une note de 0 à 10 pour l'arc Onigashima, je ferai une moyenne, et dans une prochaine vidéo, je partagerai la moyenne. Au niveau de l'arc Onigashima, la situation de base est très compliquée. Une armée de 30 000 contre une alliance de 5 000. Un équipage Yonko confirmé, avec une autre empereur confirmée. De l'autre côté, un équipage qui a tout approuvé et une alliance. Avec Wano et Onigashima, l'auteur a, pour la première fois, séparer son récit en 3 actes, avec des rideaux qui s'ouvrent et se ferment, comme si on assistait à une pièce de théâtre. Un acte est une séparation distincte d'une œuvre, d'un film ou encore d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'on prend l'histoire complète et qu'on la décompose en plusieurs parties. Il existe plusieurs variétés, un acte, 3 actes et 5 actes. Pour son arc, l'auteur l'a séparé en 3 actes. Étant un très grand fan de théâtre, il a présenté l'arc sous cette forme, ce qui accentue encore plus le côté préparé, car Wano Kuni est avant tout un arc très préparé, très réfléchi, très construit. Wano Kuni est une représentation unique. L'auteur ne peut pas se louper. L'arc est préparé depuis des années. Ce serait un peu comme une troupe de théâtre qui se prépare sur une dizaine d'années pour une seule et unique représentation. Dans les SBS du tome 102, l'auteur a répondu à une question sur la technique de Zoro en format Shura. C'est une histoire de Rakugo bien connue. Le spectacle était la spécialité de maître Beisho Katsura. L'histoire ressemble à une visite touristique de l'enfer. C'est passionnant. Ce qui fait écho à Zoro, l'enfer, le roi des enfers, car oui, l'arc Wano Kuni est bourré de références à l'histoire japonaise, au Japon, le pays de l'auteur. Yamato mesure 2,63 m, ce qui fait référence au IJN, donc Imperial Japanese Navy Yamato, un des plus puissants cuirassiers de la marine japonaise, qui mesure 263 mètres. Yamato a mangé le Inuinunomi modèle Okushi no Makami. Le Okushi no Makami est la déification du loup japonais, traditionnellement vénéré comme une bête sacrée au Japon, et plus particulièrement dans la province de Yamato. Une légende raconte l'histoire d'un loup blanc, le Okushi no Makami, que le prince Yamato Takeru a rencontré, dans un moment de désespoir. Yamato Takeru, un héros légendaire japonais. Yamato Takeru s'est travesti en fille pour infiltrer une fête. Il a profité du fait que les boissons fassent effet pour pourfendre les barbares. Situé à Kyushu, dans la préfecture de Kumamoto, le lieu de naissance de Eiichiro Oda. Rien que pour Yamato, on a plus de 10 références, sans compter ce que je ne connais pas encore. Imaginez un peu le nombre de références pour tous les persos de Wano. Sur le lore de Wano, le lieu, la masse de travail est tout bonnement colossale. L'erreur n'est pas permise. L'auteur a laissé un héritage de références. Dans 5, 10 ou 15 ans, on découvrira encore de nouvelles références. C'est aussi ça la richesse de l'arc. Wano Kuni occupera donc 2 actes, et la bataille de Nigashima occupera 1 acte. L'un des reproches que l'on entend le plus souvent par rapport à l'arc Onigashima, c'est le manque supposé de tension. Le manque de tension, chacun peut l'interpréter différemment. Cependant, de par plusieurs éléments concrets de l'œuvre, je peux prouver que la tension était bel et bien réelle quoi qu'il arrive. Je m'explique. Dans l'arc, il y avait 2 empereurs. Les empereurs ne sont pas seulement les pirates, mais également les êtres les plus forts du monde. Un empereur représente un mur quasiment infranchissable. C'est un combattant puissant et complet, avec plusieurs caractéristiques, plusieurs pouvoirs. On a juste à voir Barbe Blanche ou Marineford et on comprend tout ce qu'il aura fallu pour le faire tomber. Stratagème, plan, maladie, trahison. Battre Barbe Blanche en face à face, c'était impensable. Là, nous n'avions pas un, mais bel et bien 2 empereurs. Quand on se remet dans le contexte de l'époque, il faut savoir qu'une large majorité ne croyait pas que Luffy allait battre Kaido en 1 contre 1. C'est vérifiable. Une large majorité parlait d'impossibilité pour Luffy de le vaincre. Rien que pour Katakuri, un second empereur, dans l'arc précédent, beaucoup pensaient que Luffy ne pourrait jamais le vaincre. Et là on parle de Kaido. Il y avait une incapacité, une impossibilité, de par un énorme manque de puissance. Voilà pourquoi j'ai longtemps théorisé la montée en puissance de Luffy. J'ai longtemps expliqué l'avènement de ce niveau, justement pour qu'il puisse gagner en 1 contre 1. Donc, quand on a un empereur que le protagoniste ne peut vaincre, pour une large majorité, la tension est forcément réelle. Car quand il est en 1 contre 1, il n'est de facto pas censé pouvoir gagner. Par conséquent, la tension est réelle. Pour le côté humour qui enlèverait toute tension, selon une critique qu'on entend souvent, eh bien ce n'est pas propre à Onigashima. Ça a littéralement toujours existé. Donc, c'est un reproche global à l'œuvre. Si certains considèrent que ça enlève toute tension, c'est une critique sur l'ensemble de l'œuvre. Ça ne peut pas être utilisé pour dire que l'arc Onigashima est globalement mauvais comparé aux autres arcs. Sinon, tous les autres arcs sont globalement mauvais. Autre élément de tension, l'île qui flottait. Il fallait sauver l'île. Il fallait battre Kaido. Mais Luffy n'était justement pas censé pouvoir le battre. La tension était donc purement réelle. En autre empereur, il y avait Big Mom. Dans l'arc précédent, Big Mom était un être impossible à vaincre. Luffy a tout donné pour vaincre son second, Katakuri. Et on parle de son second. On ne parle pas d'elle. Big Mom est une pirate qui peut combattre Kaido toute une nuit. J'ai théorisé le fait que Big Mom, elle affrontait Kidelo en 2 contre 1. J'ai théorisé leurs éveils et j'ai théorisé leur victoire. Sauf qu'une majorité ne croyait justement pas ma théorie. Donc, forcément, la tension est encore plus réelle. S'ils ne peuvent pas la vaincre, s'ils sont bien trop faibles pour la vaincre, alors on se demande ce qu'il peut se passer. Comment vont-ils faire?
vont-ils perdre la vie? Qui va les aider? On est typiquement dans la définition de la tension dans une fiction. Pendant longtemps, j'ai théorisé le fait que 2 commandants peuvent vaincre un empereur. Mais il ne faut pas tomber dans la caricature. On parle de top commandant. On parle de très bonne combinaison. On parle d'un combat d'une vie. Il faut tout donner. Et on peut perdre rapidement. La nuance qu'il faut comprendre, c'est qu'ils peuvent. Ils ne vont pas forcément gagner. Même à 3, l'empereur peut gagner, car le différentiel de niveau est très élevé. Mais avec de très bonnes combinaisons, et dans la mesure où l'empereur ne parvient pas à en battre un rapidement, alors ils peuvent. Ce que l'auteur a confirmé. Law est passé de plus faible que Doflamingo à un niveau commandant, ce qui est déjà très bien. Le niveau intermédiaire, c'est encore autre chose. On parle d'un Rayleigh que Kizaru ne peut vaincre sans un plan et que Barbe Noire écoute quand il lui dit « lâche Boa ». Donc, comme une majorité pensait que Kid Elo ne pouvait pas gagner, quand on a eu Big Mom contre Kid Elo, eh bien forcément, on avait beaucoup de tension. 30 000 d'un côté, 5 000 de l'autre. Un équipage Yonko confirmé, plus Big Mom, contre une alliance et un équipage dont le capitaine vient à peine de battre un second Yonko. On peut définir la tension dans le cadre d'une fiction comme ceci. La tension narrative est le phénomène qui survient lorsque l'interprète, le récepteur d'un récit, est encouragé à attendre un dénouement. Cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée d'incertitude. Incertitude. Le mot est important. L'arc est bourré d'incertitude du début à la fin. Je viens de le prouver. La tension était donc réelle. Si on prend les combats, les adversaires étaient censés être bien trop forts. Un équipage Yonko. Les Mugiwara ont dû tout donner. Luffy est passé de second Yonko à un niveau intermédiaire, il a perdu la vie, et il a eu le niveau Yonko. On entre donc typiquement dans le cadre de ce qu'est la tension pour une fiction, car l'attente a été caractérisée par une anticipation teintée d'incertitude. Il ne peut pas gagner, il faut la flotte. Sanji ne peut vaincre Queen, Zoro ne peut vaincre King, Katakuri a laissé Luffy gagner. Comment pourrait-il battre Kaido? Ce sont des mots qu'on a entendus pendant l'arc Onigashima. Il suffit de se remettre dans le contexte de l'époque au niveau des combats. Zoro n'était pas censé battre King, en 1 contre 1. Il fallait Denjiro avec lui ou encore Sanji. Pour beaucoup, Marco allait battre King. Zoro était censé rester sur le toit. Puis il était censé être HS jusqu'à la fin. Et le cas de Zoro n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. D'ailleurs, je ne parle même pas du ZKK. Zoro kill Kaido. Maintenant, on a l'une des critiques les plus infondées de l'arc Onigashima. Les rapports de force n'ont aucun sens. Ou les rapports de force n'ont plus aucun sens. Dire que les rapports de force n'ont aucun sens, c'est ne rien avoir compris à l'arc, à ce que l'auteur raconte, aux rapports de force de l'auteur. Et je peux le prouver. Si vous pensez que les rapports de force n'ont aucun sens dans l'arc, sachez que ce n'est pas l'auteur qui se trompe, c'est vous qui êtes dans le faux. Au vu de l'importance du sujet, je dirais même que vous dites n'importe quoi. J'ai schématisé, expliqué et théorisé les rapports de force, les fruits, le haki, les combats, les victoires, les défaites. J'ai travaillé le sujet. Whole Cake, Paramecia, éveil du haki de l'observation, début d'éveil du haki de l'armement, Luffy atteint le niveau second Yonko. Onigashima, Zoan, éveil du haki de l'armement, début d'éveil du haki des rois, Luffy éveille son fruit, Luffy atteint le niveau Yonko. Les rapports de force de l'auteur ont parfaitement été respectés. En termes de schéma, en termes de pouvoir, en termes de compétences, de capacité, à tous les niveaux ça a été respecté. C'est très simple, ceux qui disent que les rapports de force n'ont aucun sens sont incapables de le prouver factuellement. Et quand ça croit prouver, ça donne juste un avis qui n'a aucune valeur. Littéralement aucune valeur. La notion de puissance est l'une des notions les plus fondamentales pour une œuvre telle que One Piece, car c'est un shonen neketsu. Ça combat, ça s'entraîne, ça évolue, ça perd, ça gagne. Ce qui encadre tout ça, ce sont les rapports de force. C'est avec les combats que l'on résout les problèmes. Le Gear 5 est un éveil qui permet à Luffy de battre Kaido. Je répète, le Gear 5 est un éveil qui permet à Luffy de battre Kaido. Dire que les rapports de force n'ont aucun sens, c'est dire que l'auteur a raté un point essentiel. C'est dire que l'auteur a littéralement échoué. On parle d'un énorme échec pur et dur. 10 ans de préparation pour un arc de combat pour échouer sur les rapports de force. Luffy a une évolution qui s'est basée sur un schéma de l'auteur qu'il a travaillé. Il a battu Doflamingo avec un Gear 4. Doflamingo ne faisait pas vraiment le poids. Ensuite, il tombe sur Cracker, quelqu'un qui est compliqué à battre, un troisième commandant. Cracker qui est présenté comme étant plus fort que Doflamingo. Et le prouvera. Luffy aura besoin de Nami. Ensuite, il combat un premier commandant. Et là, il se remet en question. Je suis trop faible. Il faut impérativement que je le batte. Luffy aurait pu fuir, mais il est revenu pour vaincre Katakuri. Cracker lui a fait comprendre qu'il faut qu'il batte un commandant sans aide. Il a tout donné, et il a gagné. Je dois battre les empereurs pour devenir le roi des pirates. Luffy sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il lui faut. Un maximum de puissance. Sur Dressrosa, il dira, amiraux ou empereur, je battrai tout le monde pour devenir roi des pirates. C'est deux groupes qui symbolisent deux niveaux différents. Puis, après avoir battu Katakuri, il dira, pour devenir roi des pirates, il faut que je batte tous les Yonko. Il n'est plus question des amiraux, car il a battu un premier commandant. Désormais, il ne s'agit que des Yonko. Il a donc tout fait pour vaincre le roi des bêtes. HDO, HDA, HDR, combinaison et éveil de fruits. Si vous pensez que les rapports de force n'ont plus aucun sens, ce n'est pas l'auteur qui se trompe, c'est vous qui êtes dans le faux.
Ce qui peut être considéré comme un problème, c'est également le supposé manque de morts. Mais le problème des morts est un sujet profond. S'il a toujours eu des morts importantes, surtout en flashback, ce n'est pas pour rien. Il faut comprendre le message, les enjeux. Il faut comprendre ce que l'auteur narre. Il y a des morts importantes en flashback, car personne n'a pu empêcher ces morts. Hors maladie, les morts n'ont pas pu être sauvés par manque de puissance. Justement. C'est comme ça que ça fonctionne. Si t'es assez fort, tu peux les sauver. La mort de Belle-Mère était inévitable car personne ne pouvait vaincre Arlong. Luffy est venu sur Arlong Park, il a battu Arlong, il a sauvé Nami, il a vengé Nami, il a vengé Belle-Mère, il a aidé tout le village, donc avec une seule victoire, il a aidé et vengé beaucoup de monde. S'il a beaucoup de morts importantes, c'est problématique, car Luffy est justement là pour empêcher que ça arrive. Si on veut beaucoup de morts importantes, alors on veut qu'il échoue. Il représente ça plus que jamais, de par le fait qu'il représente désormais le guerrier libérateur. Il est là pour faire rire, pour libérer, pour protéger, pour venger les oppressés et pour punir les oppresseurs. Son but est donc d'empêcher le fait qu'il ait des morts, mais Luffy ne cherche pas à ôter des vies. Luffy cherche la victoire. Il n'est pas dans une démarche où il cherche à prendre des vies. Luffy brise la volonté de l'adversaire. Et l'adversaire peut s'avérer être utile à l'avenir, il peut même changer en bien. Les deux plus gros chocs de sa vie, c'est l'archipel et Marineford. Il n'a pas pu protéger ses amis et son frère. Et Kizaru le dit bien, tu as beau avoir toute la volonté du monde, si tu n'es pas assez puissant, tu ne pourras sauver personne. D'où l'intérêt d'être le plus puissant possible. Et Luffy l'a bien compris. Je suis trop faible. Pour en revenir à l'arc, malgré le fait qu'il représente le guerrier libérateur, il ne pourra pas éviter l'inévitable. Cependant, comme c'est limité, eh bien c'est une réussite pour Luffy. Du côté allié, en mort importante, il y avait Yasui, Ashura Doji et Izo. Le plus important, c'est ce que symbolise le camp de Luffy via Luffy. Ils se mettent tous à 200% pour empêcher les pertes. Le cas des fourreaux rouges est important car, malheureusement, beaucoup n'ont pas compris, et même pas du tout, ce que représentaient les fourreaux rouges. Et beaucoup ont voulu que tous les fourreaux rouges perdent la vie, pour une supposée symbolique que l'auteur aurait annoncée. En réalité, l'auteur n'a jamais annoncé une quelconque symbolique particulière vis-à-vis de la mort des fourreaux rouges. C'est une invention, c'est une théorie complètement fausse. Le chef des fourreaux rouges est mort en les protégeant. Il est littéralement mort en les protégeant. Il est resté 1 heure dans un bouillon extrêmement chaud. Un homme normal ne tient pas une seconde dans le bouillon. Il est resté dedans en les tenant. Tous. Il est resté jusqu'à la fin. Et il les a libérés. Il a donné sa vie. Il leur a dit « Partez. Vivez ». Donc, dire qu'ils doivent tous perdre la vie, ça n'a aucun sens. Ils doivent tous perdre la vie, et pourquoi ? Pour rien. En combattant Kaido, ce serait inutile. On aurait des morts inutiles, qui ne racontent rien. Le sacrifice d'Oden perd alors toute sa valeur, car ils doivent rester en vie pour Momo, Iori et Wano. Ils ont un rôle de protecteur pour le pays, et ils doivent protéger et entourer les enfants d'Oden. Il n'y a jamais eu de symbolique particulière quant à une mort prévue des fourreaux rouges. Jamais. Ashura Doji a quand même perdu la vie en protégeant ses amis. C'est un sacrifice digne d'Oden. Il a sauvé ceux qui ont été sauvés par Oden. Les fourreaux rouges qui perdent la vie contre Kaido, ça ne raconte strictement rien. Ou alors, pas grand chose. Si vous pensez que ça raconte quelque chose d'incroyable, vous vous trompez. Si vous pensez que l'auteur avait prévu leur mort, pour X ou Y raison, vous vous êtes trompé. Parlons maintenant des conséquences de l'arc, car, en termes de conséquences, on est sur du très haut niveau. À côté, Enies Lobby, c'est petit. C'est grand en termes de symbolique, mais en termes de conséquences, à côté, c'est petit. Pourquoi ? Nous avons la chute de 2 empereurs. Des empereurs qui ont régné pendant longtemps. Des décennies. Ils avaient littéralement des empires. Ils représentaient des institutions. Ils contrôlaient les mers. Ils sont tous les deux tombés. Le pays des samouraïs était libéré. L'arme antique est désormais localisée et le prochain roi des pirates pouvait en faire usage. L'équipage de Luffy est devenu un équipage Yonko. C'est la conclusion de tout ce qu'il y avait depuis le début. Garp parle des Yonko. Plus de 600 chapitres plus tard, l'équipage devient un équipage Yonko. Ils ont fait tomber beaucoup d'ennemis, des Shichibukai. Ils ont saccagé Enies Lobby. Luffy a saccagé Impel Down. Il a été sur Marineford. Ils ont chamboulé la Tea Party de Big Mom. Et à la fin, ils deviennent un équipage Yonko. Ils ont littéralement atteint le sommet de ce qu'il y avait au début de l'œuvre. Du chapitre 0 au chapitre actuel. C'est le plus haut niveau actuel dans la piraterie. Étape suivante, devenir l'équipage du roi des pirates. Le retour de Joy Boy a été annoncé. Le guerrier libérateur est de retour. Zoro veut devenir le roi des enfers. Sanji est devenu le guerrier quasi parfait de la science. Un amiral est venu sur Wano. Il s'est fait humilier par Shanks. Kid et Law ont eu des rôdes. Barbe Noire s'est déplacé et a battu Law. Il aurait pu tomber sur Kid ou Luffy. Ça s'est joué à peu, il aurait pu combattre Luffy. Barbe Noire a récupéré Pudding. Big Mom n'est plus là pour la récupérer. La Cross Guild a pu devenir un équipage Yonko, via le flou qu'il y a par rapport au niveau du clown. Comme il aurait soumis Crocodile et Mihawk, il aurait un très gros niveau. Ryukyugu est parti sur l'île du Sphinx. Il a capturé Weeble. Marco n'était pas là car il a combattu sur Nigashima. Un marine dit bien que Marco n'est pas là pour protéger les villageois. Donc, la marine savait qu'avant il y avait Marco. Mais elle n'a jamais attaqué, car c'est compliqué de battre Marco.
Par contre, dès que Weeble était localisé sur l'île, un amiral a été envoyé. Shanks se dit qu'il est temps d'aller récupérer le trésor du roi des pirates. Pour les conséquences, on parle au niveau mondial. Le poste Onigashima, c'est grâce à la victoire sur Onigashima, l'arc le plus important de One Piece. Onigashima, qui se traduit par l'île du démon, est l'île où réside Kaido, l'empereur. Et c'est là que l'arc se déroulera. Tout d'abord, il faut comprendre que l'arc est un arc de combat, de bataille, à la limite de la guerre. C'est un arc de résolution de problèmes via les combats. Après plus de 8 ans à construire un scénario, après 2 ans de préparation à Wano Kuni, c'est là que tout se jouera. Il est donc normal que dans chaque chapitre, il y ait de la puissance, du combat, des techniques, que l'on fasse tout pour en arriver à un éventuel power-up, car ce n'est pas l'arc de Dressrosa où on peut avoir des flashbacks en cours d'arc, où on peut avoir un chapitre sans gros affrontements. Là on est comme sur Enies Lobby, un arc de combat pour tous les Mugiwara, ils sont présents pour changer l'histoire. Après le flashback de Robin, du chapitre 400 au chapitre 427, il n'y a eu que des combats du début à la fin. Et bien là, après le flashback d'Oden, il n'y a eu que des combats du début à la fin. Sauf que Enies Lobby à côté, ce n'est pas grand chose. Sur Enies Lobby, il n'y avait que les membres du CP9 contre les Mugiwara. Sur Onigashima, c'est l'équipage d'un empereur et son armée, une véritable institution. Avec Charlotte Linlin, la capitaine pirate la plus puissante du monde. Kaido, la créature la plus puissante du monde. Un équipage de bêtes et une armée de 30 000 hommes. Cet arc est véritablement le plus important pour Luffy et son équipage. On parle du plus gros adversaire du prochain roi des pirates. L'intégralité des Mugiwara est enfin réunie pour une gigantesque bataille. C'est un arc qui sert à les faire monter en puissance, avec leurs évolutions, leurs facultés qui s'éveillent, et un côté psychologique est développé. On en parlera en détail. Tout d'abord, il faut dire et démontrer que le déroulement de l'arc, que sa construction et que sa schématisation est exceptionnel, de A à Z. Tout a été pensé pour en arriver à la fin, avec l'éveil du Gear 5 de Luffy. Une étape cruciale pour qu'il devienne le roi des pirates. Disons les choses clairement. Très peu de mangaka s'aventuraient dans un tel chemin. Très peu de mangaka se sentiraient capables d'accepter un tel défi. La construction de l'arc Onigashima. Il faut comprendre que l'arc Onigashima est en premier temps un arc préparé depuis 8 ans. On ajoute 2 ans d'arc Wano Kuni pour en arriver à Onigashima. Il y a plus de 50 personnages importants, impactants et développés dans l'arc. Et je ne parle pas de personnages comme les Numbers. Je parle de Uzu, Kaido, Ashura Doji ou encore Kanjuro. C'est un panel de personnages très variés, qui racontent tous une histoire différente et qui apportent un plus au récit. Prenons un exemple clair. Marineford, un conflit qui oppose Barbe Blanche et son empire à la marine et au Shibukai. En personnages importants qui ont au moins marqué ce conflit comme Squardo, les Amiraux ou encore Crocodile, il y en a au maximum une trentaine. Et je suis gentil. Prenons Kizaru. Il a eu Marco via un plan, ça a bouleversé la bataille, pareil pour Kuzan, mais peut-on dire que Kizaru a un développement semblable à un Kanjuro ou à un Izo? La réponse est non. On pourrait se limiter à peu, mais on cherche du développement. Voilà donc la différence fondamentale qu'il y a entre Onigashima et Marineford. Sur Onigashima, les personnages ont beaucoup plus à raconter. Prenons 3 personnages qui étaient sur Marineford et Onigashima. Marco, Izo, Jinbe. Peut-on affirmer que sur Onigashima, le développement, la construction et l'histoire que nous ont raconté ces 3-là sont forcément supérieurs? Eh bien la réponse est oui. Et là je fais référence à l'importance des personnages dans le récit et à ce qu'ils racontent. Izo est quasiment invisible sur Marineford. Sur Wano Kuni et Onigashima, on a un flashback avec Oden, où on apprend d'où il vient réellement, on en apprend beaucoup sur lui. L'auteur lui a alors donné, contrairement à Marineford, un vrai relief. C'est même lui qui rattrape Oden. Il a passé plus de 4 ans avec Oden sur le navire de Newgate. Il a donc une vraie sculpture scénaristique, une importance particulière de grande ampleur. Il combat Kaido sur le toit. Il sauve Kinemon, Kiku et Usopp, qui était acculé par les pirates de Kaido. Il combat le CP0 et il donne sa vie dans le combat. Comme il a dit au tout début à Kinemon, j'ai manqué trop d'occasions d'avoir une fin glorieuse et importante. Izo a perdu la vie en combattant pour son pays, pour son camp, pour que le peuple soit libre. Izo, qui était invisible sur Marineford, se retrouve sur Wano, il accompagne Oden, il revient sur Nikashima, il combat la créature la plus forte au monde, il sauve sa famille et combat le CP0. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du sacrifice d'Izo. Ma et Garnica avaient pour mission d'éliminer les Mugiwara. Sans l'intervention de Izo, Garnica et Maa auraient pu faire un vrai carnage. Les Mugi étaient fatigués de leur combat, et il ne faut pas sous-estimer la fatigue post-combat. On est au chapitre 1038. Zoro, Sanji, Nami, Jinbe, Franky, Brook et Robin ont terminé leur combat. Ils n'avaient plus qu'à les cueillir et à capturer Robin. Mais Izo a dit non. Il a combattu jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Soit maudit Izo. Ces mots forts montrent à quel point Izo a été important. Eh bien, Izo représente parfaitement le développement des personnages dans cet arc. Il était limite Osef, mais il s'est propulsé chez les acteurs majeurs. Plus de 50 personnages ont eu leur moment, leurs évolutions, leur progression pour certains.
leur fin pour d'autres. Malheureusement, analyser chaque perso serait beaucoup trop long, mais avec Izo, on comprend le dévouement que l'auteur a eu pour ses personnages. Au-delà des personnages, dans la construction de l'arc, nous avons eu l'endroit où tout s'est passé, un crâne gigantesque. Le crâne fait office de grande tour. Mais ça n'a rien à voir avec Ines Lobby. L'intégralité de la géographie a été utilisée. L'entrée arrière qui sert au fourreau rouge pour s'infiltrer secrètement, ce qui permet d'attaquer Kaido par surprise, avec le fameux Sunachi. Un deuxième sous-sol pour le poneglyphe. C'est là que l'on apprend l'objectif de l'eau. Kid avait pour rêve de battre Yonko, comme le dit Hawkins. Il a donc accompli son rêve, son objectif. Voilà pourquoi Shanks a pu le détruire totalement. Mais c'est au deuxième sous-sol que l'on apprend que l'eau a pour but de savoir à quoi correspond le destin mouvementé d'Eddie. Voilà pourquoi Teach ne l'a pas annihilé. Contrairement à Shanks avec Kid, l'eau a encore un objectif, hormis le fait de vouloir devenir roi des pirates, bien évidemment. Tous les étages, toutes les pièces, l'espace de concert, la réserve, même le sommet du crâne, tout a été utilisé. L'auteur a su optimiser la carte. Il a su donner au Onigashima les meilleures conditions pour les combats, les événements, les révélations. Prenons un exemple, Black Maria qui combat Robin et qui se moque de Sanji. Black Maria dira que Sanji est la risée de Onigashima. Mais Robin répondra « Tu n'as pas besoin de savoir ce que signifie le fait que Sanji m'ait appelé à l'aide. Il est parfaitement digne d'être l'une des deux ailes du futur roi des pirates. Sanji et Zoro sont tous les deux ailes du futur roi des pirates. Sanji combattait Queen sur l'hémisphère gauche du dôme de Nigashima. Zoro combattait King sur l'hémisphère droit du dôme de Nigashima. Luffy combattait Kaido sur le toit de Nigashima. Les ailes du futur roi des pirates. » Les combats de Nigashima, le point le plus important. On résout les problèmes avec les combats. L'arc a servi à ce que De Yonko tombe, mais aussi et surtout à ce que Luffy au chapeau de paille et son équipage atteignent le niveau de puissance de la haute sphère de la piraterie. Ce qui aura un combat réussi, c'est la forme, certes, les techniques utilisées, les stratégies, le coup final, mais ce qui donne beaucoup plus de substance, c'est le fond. Un combat peut n'être qu'un simple combat pour le spectacle, mais ce que raconte le combat à tous les niveaux, c'est encore autre chose. Onigashima est l'arc du Shinsekai le plus important. Et je dirais même que Onigashima est l'arc le plus important pour les Mugiwara depuis le début. Chaque combat de Mugiwara doit avoir une importance particulière, doit être spectaculaire, doit apporter à l'histoire, doit faire évoluer le Mugiwara, doit raconter quelque chose de plus ou moins précis. Plusieurs combats ont justement eu lieu et on va tout analyser. Je ne parlerai pas d'escarmouches comme Ulti contre Yamato, mais de vrais combats avec un début, un milieu, une fin et une histoire particulière. On va pouvoir se rendre compte du degré de maîtrise de l'auteur, qui a suivi un schéma ultra précis pour raconter des histoires toutes plus variées, importantes et intéressantes les unes que les autres. Le combat des Faux Rouges contre Kaido est un hommage à la grandeur de Kozuki Oden. Durant ce combat, les Faux Rouges sont poussés par 20 ans de haine et de volonté de vengeance. Ils ont combattu le roi des bêtes de toutes leurs forces, en combinant leurs attaques, en les coordonnant, comme Kikue Izo ou encore Nekomamushi qui envoie un uppercut pour que Kawamatsu puisse attaquer. Même si Kaido lui envoie un coup de patte, Inuarashi attaque Kaido. C'est un combat comme Oz contre les Mugiwara. On attaque de partout, on additionne en quelque sorte la puissance et les techniques. Les Faux Rouges maîtrisent le Ryuo. Et c'est durant ce combat que l'on voit Oden qui voulait leur apprendre le Odeni Toryu. Mais les Faux Rouges ont refusé car, comme le dit Toki, ils aiment tellement Oden que pour devenir le disciple principal, ils se seraient presque entretués. Ils prennent alors la posture d'Oden pour attaquer Kaido avec la même technique. Visuellement, c'est très beau. Le fait que l'on ait un 9 contre 1 permet à l'auteur de faire en sorte que les Faux Rouges, qui sont trop faibles pour le roi des bêtes individuellement, puissent le combattre de façon cohérente. Même s'ils sont en moyenne, et je dis bien en moyenne, de puissance d'un vice, individuellement, un empereur est beaucoup trop fort. Mais avec un 9 contre 1, ils peuvent combattre Kaido quelques instants. Par contre, là où l'auteur était violent, c'est qu'ils sont portés par une haine et une volonté de vengeance. Ils avaient 2 Sulong avec eux, mais la réalité a fracassé leurs rêves. Kaido ne combattait pas dans les meilleures conditions. Il est passé en forme humaine et les a détruits. On se rend compte que, même avec une grande volonté, si on n'a pas la puissance qui va avec, ça ne sert à rien. L'exploit est possible, mais jusqu'à un certain point. Comme l'a dit Kizaru à Luffy, ta bravoure ne suffira pas, Mugiwara no Luffy, si tu ne disposes pas de la puissance requise. Tu auras beau faire de ton mieux, il y a des gens que tu ne pourras pas secourir. Voilà pourquoi Oden a écrit « Dans plus de 20 ans, c'est les prochaines générations de puissants pirates qui mèneront la prochaine ère. Ils arriveront dans le nouveau monde, et si je venais à mourir, ce seront eux qui seront à même de vaincre Kaido. » Le rôle des Faux Rouges n'a jamais été de battre Kaido. Seul Luffy pouvait le battre. Ils ont lâché leur voix pour en suivre une autre. La voie du guerrier, le code Bushido, repose sur 7 vertus essentielles. Respect, sincérité, courage, honnêteté, bonté, honneur, loyauté. Le chapitre 909 s'appelle Seppuku. Le Seppuku ou Harakiri consiste à s'ouvrir l'abdomen. C'est une manière de partir avec courage et un moyen de retrouver son honneur. La mort, et surtout le seppuku, montre alors le respect, la sincérité, le courage, l'honnêteté, l'honneur et la loyauté. Mais il n'y a aucune mention de vengeance ou de haine.
les faux rouges ont bifurqué de leur voix. Eux qui étaient résignés à mourir ont entendu les mots d'Usopp, qui, in fine, brillera surtout pour des mots lourds de sens. C'est quoi votre problème, fichu samouraï, avec vos souhaits de mourir? À quoi ça votre fierté? Prendre vos responsabilités en exécutant le seppuku. Je ne suis pas fan de cette culture qui est la vôtre. Je m'accroche à la vie avec la morve qui coule de mon nez si je le dois. Je m'en fiche si ça a l'air pathétique. Je survis. Voilà ce que je fais. Et c'est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'être satisfait d'avoir lancé le raid, bande d'imbéciles. Tout est là. Certes, le raid a été lancé. Mais, si vous mourrez, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te satisfaire de ça. Car il y a un après. Votre vraie voie n'est pas la mort, c'est la loyauté envers la famille Kozuki. Leur vraie voie est de vivre pour Oden et Momonosuke. Sur Punk Hazard, quand Sanji avait fait une recette, une soupe qui rappelait la mort d'Oden, Momo allait jeter la soupe à cause de ça. Il n'avait rien mangé car, comme il le dit, « Je suis un samouraï. Je n'ai besoin d'aide de personne. » Kinemon est un homme fier, qui a dit qu'il devait s'ouvrir le ventre parce qu'il était déshonoré qu'une femme l'ait frappé. Il ne voulait en aucun cas demander de l'aide. Il était hors de question qu'il demande quoi que ce soit des pirates. Sauf que Kinemon dira plus tard à Momo qu'il devait manger la nourriture que les pirates lui ont donnée, qu'il doit accepter leur aide, même si cela le déshonore, qu'il ne devait pas mourir et continuer à vivre. Il a donc dévié de sa voie du Bushido pour sauver la vie de Momonosuke. Voilà son vrai rôle. Même Izo confirma les propos d'Usopp. L'auteur interroge alors sur le seppuku, la voie du samouraï, le souhait de mourir, l'honneur et l'importance de survivre pour autrui. Les supernovas contre Kaido et Big Mom. L'affrontement est grandiose. Nous avons eu une explosion totale sur le toit de Nigashima. Red Rock, attaque groupée, forme hybride de Kaido. Zoro qui coupe la corne, Luffy qui choque tout le monde avec le Kong Gatling, Ragnarok, des planches titanesques, des catastrophes naturelles, un Hakai qui détruit les autres Zoro qui ne le stoppe qu'une seconde. C'est un spectacle de très grande qualité. Ce choc nous montre que la nouvelle génération est prête à affronter l'ancienne. Ce sont des Yonko, ils assistent à une vision d'enfer, mais ils veulent aller jusqu'au bout. Et ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Avantage du nombre, mais Big Mom et Kaido sont deux monstres avec un incroyable niveau de puissance. Une simple combinaison a failli coûter la vie du groupe. Ils ont fini par les séparer, et Luffy était seul contre Kaido. Kaido et Big Mom ont annoncé la couleur. Celui qui gagnera sera le plus proche du One Piece, le légendaire trésor du roi des pirates. C'est avec les points que tout va se jouer. Sur Nigashima, on gagne et on est proche du trésor, ou on perd, et c'est la fin de l'aventure. Le toit nous montre à quel point les empereurs sont puissants, à quel point ils sont dangereux en combinant leurs forces. On a les prémices du Haki des rois de Zoro qui est un power-up qui sera une condition sine qua non pour qu'il batte King. Luffy comprend le Haki des rois offensif. L'auteur met en évidence la difficulté de l'alliance contre ces montagnes infranchissables. Franky versus Sasaki, la machine versus l'animal, la nouvelle technologie versus l'animal préhistorique. Ce n'est pas le combat qui raconte le plus de choses, mais c'est un combat technique qui permet à Franky de battre un vice-commandant confirmé. Sasaki et Franky sont deux bourrins qui frappent fort et qui encaissent. Toutefois, c'est l'un des seuls combats où un Mugiwara a vraiment dû jouer sur la stratégie. Les combats de Franky ont toujours été des combats de dur à cuire. Franky contre Fukuro ou Senior Pink. Prenons le combat contre Fukuro qui est très intéressant par rapport à Sasaki. Les deux combats sont, comme dit plus tôt, des combats de dur à cuire. Sauf que là, c'est encore pire. Sasaki est un Zoan antique. On peut faire un parallèle avec le combat aérien et l'intelligence de combat que Franky a dû utiliser. Fukuro dira à Franky, la puissance ne suffit pas pour vaincre un utilisateur du Rokushiki. Fukuro et Franky ont tous les deux annoncé une tactique pour mettre KO en un coup. Le plan de Fukuro, tourner et projeter Franky à toute vitesse sur l'angle de la tour. Toutefois, Franky utilisa le coup de vent pour l'annuler, il utilisa alors un coup de vent puissance max pour battre Fukuro. Pour en revenir à Sasaki, Franky dira qu'il est solide sur tous les côtés, mais que la blessure que Franky lui a assénée avec V for Victory a été efficace. Sasaki saigne, et c'est là que Franky a trouvé la clé pour la victoire. C'est ici qu'il faut frapper nulle part ailleurs. Il n'avait pas 50 occasions pour battre Sasaki, il aurait pu perdre. Ça s'est joué à peu. Sasaki est un maître en combat aérien. Il fallait qu'il sente confiance, comme avec Fukuro et le coup de vent. Franky lui a balancé un général canon. Sasaki attaque le général Franky. Pendant ce temps, Franky sort du général Franky et il lui assène un coup fatal pour la victoire, sur la blessure qui saignait. Franky sacrifie sa création pour le bien commun, pour la victoire. V for Victory. Nami versus Ulti. Le combat est intéressant pour plusieurs raisons. La première, Zeus, l'immense power-up de Nami.
On va faire un peu le tour de la puissance de Zeus parce que c'est lui qui offre le pour à Nami. Indra est l'attaque qui fut utilisée par Zeus durant le combat sur le toit contre Killer. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que le coup, car Big Mom dira « Aussi longtemps que vous serez à ciel ouvert, vous n'aurez aucune échappatoire ». Et elle continue avec Tenman Danjizai Tenjin, qui balance un orage, une vraie catastrophe naturelle, en disant qu'il n'y a nulle part où fuir. Dans la mythologie grecque, Zeus est le dieu suprême. Il est le roi des dieux. Et surtout, le dieu du ciel et de la foudre. Il est donc normal que Zeus soit le maître du ciel. Pour l'instant, Nami n'a utilisé environ que 10% de la puissance et de l'utilité de Zeus. Zeus était l'une des 3 armes de Big Mom, avec Prométhée et Napoléon. En japonais, Kami veut dire dieu. Kaminari veut dire foudre. Et rappelez-vous de Skypiea, la seule personne que Ener n'a pas touchée était Nami. Ener se prenait aussi pour un dieu. Et la phrase préférée d'Ener est Warega Kaminari, ce qui peut se traduire par je suis Dieu ou je suis la foudre. Zeus a donc le nom du dieu de la foudre, mais aussi d'un dieu grec, le dieu du ciel, ce qui fait de lui le vrai Kaminari, la foudre en elle-même, le dieu du ciel et de la foudre. Et c'est Nami qui le contrôle, ce qui fait d'elle la déesse du ciel et de la foudre. Pour l'instant, on n'a utilisé qu'un Raiten contre Ulti, en courbant la trajectoire pour la surprendre. Avec un seul Raiten, Zeus a mis Judge KO. Il faudra attendre des heures et des heures pour revoir Judge en bandage. C'est la même attaque que Nami a utilisée sur Orochi. On le retrouvera 2 jours après, malgré le fait qu'on ait un Swan mythologique. Nami a donc la puissance pour one-shot Judge, et on ne se rend pas forcément compte de ce que cela implique. Elle a battu Ulti, une Swan antique, un être extrêmement résistant. Car oui, l'arc a un autre but pour les Mugiwara. Comme ils ont battu les êtres les plus résistants de leur niveau respectif, cela veut dire qu'ils peuvent battre n'importe qui de leur niveau, étant donné qu'ils ont passé outre ces résistances. Prenons un exemple, Sanji qui a battu Queen, le deuxième commandant le plus endurant et résistant. Si Sanji combat Smoothie ou Lukiru, donc quelqu'un qui a le niveau de Queen, alors il pourra physiquement le battre, car il a battu une personne du même niveau, avec une meilleure résistance et une meilleure endurance. Et bien c'est pareil pour Nami. Nami a utilisé Raiten sur Ulti. Et comme le dit Zeus, sa peau est très dure, ce qui n'est pas le cas d'Evisé Miro. Même si Ulti était fatigué, on ne parle pas d'endurance, mais de résistance. Nami a passé outre la résistance de Ulti, un Zoan antique. C'est une manière subtile de l'auteur pour nous dire que si Nami combat un vice-amiral ou un vice-commandant, Nami peut passer outre la résistance et gagner. Et d'ailleurs on l'a vu sur Egghead, Zoro, Shishisenson, Rengoku, Luffy, Gear 4 Bundeman, Kongen, Kongorgan, Rokugan pour l'outil. Les Séraphins n'avaient aucune réaction. Mais quand Nami attaque avec un Raiten, regardez la réaction du S-Shark. Si l'attaque touche un niveau vice, il le sentira forcément passer. Et Nami pourrait même le mettre KO comme pour Judge. Sur Whole Cake Island, elle a créé un Breeze Tempo. Un coup de foudre aussi, voire plus grande qu'une attaque des nerfs. Sans oublier que, selon l'auteur, si elle devait manger un fruit, ce serait le fruit des nerfs. Et dans la color spread que l'auteur a fait pour le sondage, Ener connecte sa foudre à Nami. On a donc un power-up logique, cohérent et préparé depuis Whole Cake Island, avec les Black Balls que Zeus adorait. Il a laissé tomber Big Mom, qui allait avoir les Mugi avec son Ikoku. Le power-up est donc important, mais pas que, car l'auteur met en évidence la mentalité de Nami. Lin a un mode berserker, mais elle a également un mode maternel, que Prométhée explique. C'est un mode qu'elle ne montre qu'aux enfants de moins de 10 ans. Elle devient toute gentille, elle défend les enfants, elle prend leur parti, elle cède aux caprices. Quand Charlotte Anana avait demandé un couteau au chef cuisinier, donc Streusen, pour découper ses peluches, il avait refusé, car trop dangereux. Et bien quand elle a demandé à Big Mom, elle a accepté. Elle a demandé à un de ses fils de ramener un couteau. On a donc le mode maternel que Prométhée expliquait. Et dans la mini-aventure du chapitre 1044, on retrouve Anana avec le couteau que Big Mom lui a donné. Et bien Nami a également un côté très maternel. Et on peut même dire qu'elle a un mode maternel. On se rappelle sur Punk Hazard, quand les enfants ont appelé à l'aide. On parle d'enfants inconnus. Comme l'ont dit Sanji et Franky, on ne connaît pas leur situation. Ils ont dit qu'ils étaient malades. C'est peut-être un hôpital. Ils étaient coursés par une troupe d'hommes armés. Ce serait compliqué de gérer la situation. Mais Nami qui les a entendus, qui a entendu leurs cris et leurs pleurs, est devenue leur protectrice. Ces enfants nous demandent de l'aide en pleurant. On ne peut pas les laisser tomber. C'est donc ce qu'on peut appeler le mode maternel de Nami. Et ce mode est réapparu sur Nigashima quand Ulti a frappé Otama. Big Mom et Nami ont réagi de la même manière quand Tama s'est fait frapper. Usopp dira à Nami, Nami, prends Tama et cours. On doit s'en aller. Sauf que Nami a refusé et attaqué Ulti. Elle dira qu'elle ne peut s'enfuir alors qu'Ulti a frappé une enfant. Elle veut rester et la défoncer. Nami qui pleure de peur se change totalement car Ulti a frappé une enfant. Le mode maternel l'emporte sur le reste. La peur ne représente plus rien. Il y a un gros parallèle entre Big Mom et Nami. Big Mom utilise des homies pour combattre. Elle donne vie à tout et n'importe quoi, même de la nourriture. Et bien dans la color spread du chapitre 28, on peut voir des légumes vivants, un peu comme des homies. Et Nami n'a pas peur d'eux. Elle n'est pas choquée, contrairement à Luffy. Nami utilise une aubergine pour faire peur à Luffy. Le surnaturel l'effraie, comme Brook, mais elle n'a pas peur des légumes homies. Pound dit que quand Snack était vaincu, Big Mom a créé une tempête. Nami était interrogée là-dessus. Lin pouvait soumettre la météo à sa volonté. Elle fut également interrogée là-dessus. Zeus appartenait à Big Mom, le mode maternel. Soumettre la météo.
Le bâton Nami s'appelle Climatact. Nami crée des orages, des mirages, des nuages, de la pluie, des bulles d'air. Luffy sera le roi des pirates. Zoro sera le roi des enfers. Nami sera alors la Weather Queen, la reine de la météo. Certains pourraient croire que c'est tiré par les cheveux, mais regardez un peu la color spread du chapitre 1084. Nami porte un t-shirt où il est écrit Weather Queen. Et dans cette color spread, les t-shirts sont 1. importants et 2. ils représentent celle qu'il porte. Pour Perona, on a Kuma, qui veut dire ours en japonais. Il y a un dessin de son ours en peluche. Pour Ulti, on a Evil Sister, qui veut dire sœur maléfique. Et on le sait, Ulti est une sœur maléfique avec Peijuan. Elle le taquine avec des surnoms. Elle l'attaque s'il se rebelle, elle le force à la porter. Et pour Vivi, c'est intéressant, car on a Tiger, qui veut dire tigre, et dans le chapitre 1084, on découvre Lily. Si on colle le Tiger et le Lily, on a Tiger Lily, un personnage de Peter Pan. Peter Pan, qui est dans One Piece. C'est le chef d'un groupe de kidnappeurs qui font des affaires avec la salle des ventes, ce qui est tout le contraire de Peter Pan. Tiger Lily est la fille de Great Big Little Panther. Tiger Lily est une princesse, le chef de la tribu Picanini, donc Lily est de sang royal. Elle s'est faite kidnapper par le capitaine Hook, donc capitaine Crochet, qui, je vous le donne dans le mille, est Crocodile, avec le crochet. Le capitaine Crochet a disparu après avoir été mangé par un crocodile, et Crocodile porte le nom. Lily fut sauvée par Peter Pan, et Vivi par Monkey D. Luffy. Nami sera donc la Weather Queen de l'équipage du roi des pirates. Et pour finir avec le combat, c'est la première grosse victoire qui est annoncée par Bao Wang. Le combat donne alors quelque chose d'important, de l'espoir. Les Mugiwara peuvent gagner. Nani? Jinbei contre Huzwu, l'un des combats les plus importants et le combat qui développe le plus l'univers de One Piece. Première chose, on apprend que Huzwu est un ancien membre du CP9, aussi prometteur que Lucci. Il transportait le Gomu Gomu no Mi, mais Shanks et son équipage ont attaqué le bateau. Ils se sont donc mis à dos le GM pour un fruit. Ce qui pose comme question, Shanks savait-il que le Gomu Gomu était en réalité le fruit de Nika? Et donc, connaît-il le siècle oublié? Joy Boy a-t-il laissé Luffy manger le fruit? C'est via ce combat que l'on découvre Nika, le dieu soleil, un nom qui fera écho plus tard. Dans le fond, ce combat donne beaucoup d'infos importantes concernant le monde de One Piece. Mais un combat, ce n'est pas qu'une histoire, car l'essence même d'un combat, c'est la bagarre. On peut avoir un combat sans histoire, mais on ne peut pas avoir de combat sans bagarre. Pour une majorité de lecteurs ou de spectateurs, ce n'est qu'un combat de coups de poing et coups de pied, sans fond de stratégie, sans démonstration de grande expérience de combat. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. En analysant le combat, j'ai compris qu'il était bien plus complexe qu'il n'y paraît. Huzwu a montré une grande puissance avec son Rokushiki. On reprend les mots de Fukuro, la puissance ne suffit pas pour vaincre un utilisateur du Rokushiki. Huzwu est un combattant très rapide, et Jinbei ne pouvait pas le toucher. À chaque tentative, il esquivait. Voilà pourquoi Jinbei a utilisé une ruse et sa tête. Il a fait croire à Huzwu que son Hda ne reste pas à son Gagan. Huzwu est tombé dans le piège en se moquant du Hda de Jinbei. Il dira « Tu as bien fait de les esquiver ». Ton Hda n'aurait pu empêcher ses crocs de te réduire en charpie. Cela a mis Huzwu en confiance pour ne plus attaquer à distance. Il a donc attaqué à bout portant. Sauf que si Jinbei avait esquivé le Shigan, Huzwu aurait compris. Jinbei s'est volontairement laissé toucher pour que Huzwu profite du moment pour en finir avec Jinbei. Et c'est là que le piège se referme. Les index de Huzwu éclatent contre la résistance de Jinbei. Jinbei en profite pour attraper les mains de Huzwu. Il utilise la pointe du requin et il le tient fermement. Huzwu, bloqué, dira qu'il va le réduire en charpie, avant de balancer un Gagan. Lui qui répète les mots « réduire en charpie », se rend compte que son Gagan n'a pas de réel effet. Il voudra partir, mais Jinbei le tient en écrasant sa queue. Huzwu est à la merci du paladin des mers, qui le frappe avec une technique secrète du karaté des hommes poissons. Coup de poing, tuile du démon. Cette technique utilise une onde de choc, et on se rend compte que la technique utilise de HDA+. Comme Luffy qui n'a pas touché l'arbre, il l'a explosé. C'est pareil. Jinbei contre Huzwu est ce qu'on peut appeler un combat ultra complet. Un début avec un mystère qui entoure Huzwu et Jinbei. Ils disaient qu'ils se connaissaient. Et un vrai combat avec technique, stratégie et un fond qui développe l'histoire. Robin contre Black Maria. Le combat fut provoqué par Sanji qui appelait Robin à l'aide. Pour comprendre la scène, il faut revenir sur Enies Lobby. Robin fut toujours considérée comme un démon, à cause de son fruit. Elle n'avait pas d'amis, la marine lui a pris ses amis, sa famille, son pays, son monde. Tout le monde disait à Robin qu'elle n'avait pas le droit de vivre, que son existence même était le plus grand des crimes. Sauf que Zoro lui dira que la mer est vaste et qu'un jour, elle rencontrera des amis prêts à tout pour elle. Usopp lui a dit de croire en Luffy. Elle qui voulait mourir, criera alors qu'elle souhaite vivre, en demandant leur aide. Et bien avec Sanji, il faut inverser les rôles. Sanji croit en Robin en lui demandant son aide. Il sait qu'elle peut vaincre Black Maria. Robin a certes trouvé des Nakamas qui feront tout pour elle, mais elle aussi ferait tout pour eux. Voilà pourquoi Robin a remercié Sanji d'avoir cru en elle, et qu'elle s'en fiche que Black Maria se moque de Sanji. Parce que dans tous les cas, Robin va la battre. Et Sanji est une personne plus importante. C'est l'une des deux ailes du futur roi des pirates. Le combat commence avec une illusion des personnes que Robin a perdues.
Sauf que l'illusion ne fonctionne pas sur Robin et sur Brooke. Ils ne sont pas affectés car, pour le cas de Brooke, pendant 50 ans, il a espéré chaque jour que la mort de ses proches n'était qu'un rêve. Brooke s'est habitué à souffrir d'illusions, et Robin dira qu'elle partage ça avec lui. Le combat nous montre un flashback de Robin sur Baltigo. On apprend qu'elle a appris le Gyokujin Karaté, le karaté des hommes poissons, avec Sabo et Koala, ce qui lui a servi à sauver l'équipage quand il partait sur l'île des hommes poissons. Et aujourd'hui, en détruisant le plafond pour enlever les flammes, pour que Robin se change en démonio. Dès lors, l'auteur décide que chaque combat de Mugiwara allait développer un propos précis, changer sa manière de penser, accepter sa personne, devenir ce que l'on déteste le plus pour ceux qui ont besoin de nous, pour ceux qui comptent sur nous, pour ceux qui croient en nous, pour ceux qui ont confiance en nous. Robin a toujours été nommé ainsi, l'enfant du démon, la démone, ou encore la démone d'Ohara. Les autres enfants disaient que Robin était un monstre, elle a beaucoup souffert. Spandine et son fils, Spandam, la considéraient comme un démon. Black Maria, du début à la fin du combat, l'a traité de démon. 2 poids morts pour les Mugiwara. C'est alors que Robin se changea en véritable démon. Cornes pointues, énorme aile démoniaque, dents pointues, peau rougeâtre, plusieurs bras. Un véritable démon. Elle assume alors son côté démoniaque. Retournons au chapitre 1005, quand Robin a sauvé Sanji. Elle dira « Quand une personne fait des choses horribles à mes amis, mon côté démoniaque commence à se manifester. Je peux être un démon s'il le faut. Je le ferai pour ceux qui ont vraiment besoin de moi. Pour ceux qui comptent sur moi. » Le combat a servi à ce que Robin assume pleinement son côté démoniaque. Elle est devenue ce qu'elle haïssait le plus pour ses amis. Yamato contre Kaido. C'est le combat secondaire le plus important de l'arc. Ce n'est pas un vrai combat complet, mais si Yamato ne l'avait pas retenu, il serait descendu et aurait battu tout le monde. Dans le chapitre 1043, quand Luffy était censé être mort, Kaido est descendu et a dit « Luffy au chapeau de paille est mort. Que ceux qui veulent m'affronter s'avancent. » Tout le monde le savait, ils avaient perdu la guerre. Eh bien Yamato a évité sans le retenant le temps que Luffy revienne. Pour elle, c'est le combat d'une vie. Elle met tout là-dedans, quitte et laisser la vie. Elle tente le tout pour le tout. Ce combat est la confrontation entre la fille et le père. C'est l'ultime affrontement. Inu no Mi modèle Okushi no Makami, un esprit protecteur de Wano. On se rend compte que Yamato combat comme Kaido. Un Swan mythologique, un souffle destructeur, un Kanabo, des techniques identiques. Kabura, Raimeake. Yamato est un Kaido de 28 ans, mais leurs idéologies sont aux antipodes. On a un flashback où l'on trouve les Daimyo de Wano enfermés dans une grotte. Kaido voulait briser Yamato en l'enfermant 1 mois pour qu'elle revienne à la raison. Il l'a laissé seul avec 3 samouraïs qui ont tout perdu à cause de Kaido. Mais ça aura l'effet inverse. Les samouraïs sont des hommes de valeur, qui savent qu'un enfant ne doit pas payer pour les crimes de son père. Elle n'aura aucune haine envers les samouraïs. Au contraire, elle les admire encore plus. Les 4 étaient affamés. Kaido ne donne qu'un seul repas pour 4, mais les 3 samouraïs l'ont offert à Yamato. Un samouraï ne ressent pas la faim. Donnons-leur le respect qu'ils méritent. Le daimyo de Kibi, Fugetsu Omuzubi. Le daimyo de Udon, Ozuki Tenpura. Et le daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru, l'arrière-grand-oncle de Zoro. Même enfermés affamés, leur volonté n'a jamais flanché. Yamato contre Kaido est un combat inévitable qui développe les personnages comme il se doit. Killer contre Hawkins. C'est un combat très intéressant, non pas pour le combat en lui-même, car en réalité, il n'aura fallu que 3 coups pour le vaincre, mais c'est surtout pour ce que l'auteur a fait d'Hawkins. Au départ, Hawkins n'est qu'une simple supernova. Il n'a pas eu un grand rôle et n'aura jamais de grand rôle. Luffy, Zoro, Bege, Kid, Killer, Law, Apu, Barbe Noire, Drake, Bonnie ont tous eu une grande importance dans l'histoire. Urouge s'est quant à lui opposé à Big Mom, et Urouge peut encore avoir un rôle important. Il est arrivé sur une île mystérieuse et peut encore être développé. Il peut avoir une importance particulière pour l'histoire, alors que Hawkins n'a jamais eu de grand rôle. Pourtant, même avec un combat qui, en soi, n'est pas très important, l'auteur a réussi à nous montrer à quel point Hawkins s'était autodétruit, à cause de sa lâcheté, sa faiblesse et son manque de loyauté. Quand Hawkins se confronta à Kid et Killer, Killer dira à Kid d'aller voir Big Mom, pendant que lui combat Hawkins. Hawkins avouera qu'il n'aurait jamais pu vaincre les deux, et Killer lui dira qu'il connaît son rôle. Et pour voir où est-ce que l'auteur veut nous emmener, il faut comprendre qui est Hawkins. Hawkins, dit le magicien, utilise la cartomancie, qui est un art divinatoire utilisant le tirage des cartes. Dès son introduction, on comprend le personnage. Quand un serveur renverse des spaghettis sur un membre de son équipage, il dira que c'était le destin de ses vêtements, et que tuer un serveur risquerait de leur porter malheur. Il n'a basé sa vie que sur son art, avec des pourcentages. Il n'a jamais eu de volonté propre. Il dépendait entièrement de son art. Si c'est dangereux, je ne le fais pas. Si j'ai un bon pourcentage de réussite, alors je le fais. Quand un amiral était face à lui, il n'a pas paniqué. Il est resté stoïque, car ses prédictions lui ont dit qu'il n'allait pas mourir. Il commença à faire ses prédictions. Probabilité de perdre, 100%. Probabilité d'une fuite réussie, 12%. Probabilité de me défendre par l'esquive, 72%. Probabilité de mourir,
0%. Hawkins est donc avant tout l'esclave de ses propres prédictions. Son réel problème, c'est qu'il s'est enfermé dans son monde. Quand il a souhaité bonne chance à Killer, la chance qui fait référence aux probabilités, Killer lui dira « Va au diable, je n'ai pas besoin de la moindre once de ta chance ». Ce qui résume parfaitement le personnage de Hawkins, qui a caché sa lâcheté derrière des chiffres. Toutefois, Hawkins regrette profondément son choix, parce qu'il avait peur de mourir dans un futur où il se confronte à Kaido. Un futur dans lequel Kid et Killer font partie, car ils sont toujours vivants. Hawkins était brisé de l'intérieur. L'auteur a dit « À cette époque, tout le monde utilise sa vie pour se battre pour ses rêves. Pour un ennemi, quand son rêve a été brisé, c'est comme perdre un combat. » Ou même mourir. Dans la mini-aventure de Miss Golden Week, on voit Crocodile en prison après sa défaite contre Luffy. Le Baroque Works allait tous s'évader. Pourtant, Crocodile est resté en prison. Puis il a été transféré à Impel Down. Crocodile ne s'est pas évadé car ses rêves et sa volonté ont été brisés. Hawkins était brisé intérieurement et il regrette profondément son choix. Il aurait dû résister comme Killer et Kid. À la fin du combat, Hawkins piochait une dernière carte. Cette carte est la tour. Et la signification de la tour est en réalité l'effondrement d'une chose ancienne. Et son sens caché est un nouveau chemin à suivre. Quand on retourne la carte, son autre signification est la peur du changement. Cette carte personnifie Kaido et Hawkins. Kaido est la partie à l'endroit qui veut dire l'effondrement d'une chose ancienne. Hawkins est la partie à l'envers qui veut dire la peur du changement. Tout à l'heure, j'ai dit que Hawkins n'engage jamais un combat ou une bataille s'il n'a pas de grande chance de gagner. Eh bien c'est faux. Car à la toute fin de Nigashima, on retrouve Hawkins et Drake. Et on a la fin d'Hawkins qui avoue ses pensées, en intégralité. Il avoue que même s'il avait prévu la défaite de Kaido, comment aurait-il pu encore une fois trahir son camp? Et c'est alors qu'il fait sa dernière autoprédiction, où il a vu que s'il combattait dans le camp de Kaido, il avait 1% de chance de rester en vie. C'est alors que, pour la première fois, il décide de choisir. Comme le veut l'adage du monde de la piraterie, les faibles ne peuvent pas choisir leur mort. Eh bien Hawkins l'a en réalité choisi, ce qui n'est pas le cas de Kaido qui est paradoxalement la créature la plus forte au monde. Est-ce que vous saviez que dans One Piece, à partir du chapitre 1000, Oda avait décidé de construire la majorité des chapitres en faisant des parallèles. Certains exemples incluent des similitudes entre les chapitres comme le chapitre 28 et 1028, où Usopp et Sanji se martèlent la jambe à coups de poing de la même manière. Bien sûr, il y a vraiment beaucoup d'exemples car c'est presque fait à chaque chapitre. Comme vous pouvez le voir, les récurrences et parallèles sont faites à partir de 2 chapitres qui chacun partent de 0 et de 1000. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Les chapitres 2 et 1002 où Luffy est frappé sans effet par des femmes grosses et qui proclament que ça n'a pas d'effet. Pourquoi? Car c'est un homme en caoutchouc. Et comme vous pouvez le voir, les récurrences et parallèles sont faites à partir de 2 chapitres qui chacun partent de 0 et 100. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. On a le chapitre 1073 où on voit apparaître une personne de la marine attaquant le village de Barbe Blanche et qui possède une tête de souris, qui est une référence directe à Nezumi, qui lui est un personnage d'Arlong Park. Et donc, pourquoi ce personnage est-il apparu au chapitre 1073? Car 73 est le numéro symbolique de Nami donné par Oda. Le chapitre 4 et 1004, où Zoro et Sanji sont plantés sur un poteau en forme de croix. Le chapitre 19 et 1019, où Baki et Yamato mangent leurs fruits du démon sans le vouloir. Le chapitre 24 et 1024, où on a l'apparition de 2 personnages ayant abandonné leur nom, Kuro et Intel. Le chapitre 31 et 1031, où Kaya et une autre fille s'imaginent respectivement Usopp et Sanji les attaquants. Le chapitre 1043, où Nika, le dieu soleil, se réveille grâce au Ito Itonomi modèle Nika. C'est au chapitre 43, où Yosaku et Johnny se font battre par un marine qu'ils qualifient de dieu humain, en disant en japonais Kami Ito, faisant référence au dieu humain. D'ailleurs, les parallèles ne sont pas faits qu'avec les chapitres allant de 0, mais aussi allant de 100. Et on peut en voir pas mal des comme ça, surtout avec les chapitres de la Cross Guild et Barbe Noire. On a par exemple le chapitre 1059 où Barbe Noire arrive sur Amazon Lily, et le chapitre 159, c'est celui où Barbe Noire est mentionné par Ace. Donc dans les 2 cas, Barbe Noire a été présent. Le chapitre 1056 est un chapitre où Yamato était présent, et pour le chapitre 156, c'est un chapitre où Bankley lui-même est présent. Et il est lui-même lié à Yamato, qui se définit comme Oden Kozuki, donc comme un homme. Bankley est celui qui se définit à l'inverse d'un autre genre que l'homme. Ces parallèles démontrent la richesse et les liens thématiques tissés par l'auteur dans son œuvre et sa qualité à savoir tisser des liens avec d'anciens chapitres pour en faire de nouveaux. Pour la suite, je vais aborder la construction de personnages dans One Piece en lien avec des références religieuses comme Oden Kozuki, notamment avec la figure du Christ, car oui, Oda s'est bien inspiré de ça en globalité. Il met en avant les personnages d'Oden qui s'inspirent de Basile le Bienheureux, connu pour déambuler, dévêtu toute l'année
pour le Christ. Tout comme une personne que vous connaissez qui a dû se trimballer nu en attente de libérer son peuple. En vérité, Oden attendait la venue de Joy Boy, comme le messie libérateur de son peuple. Mais il se trouve confronté à Kaido, qui représente l'oppression à abattre, l'ennemi numéro 1 de Nika. Ainsi, Oden, quand il a fallu libérer son peuple, il s'est lui-même placé en tant que messie libérateur de son peuple en affrontant Kaido. Alors que le destin avait attribué ce rôle à Luffy. Sa destinée était de mourir, vu qu'en réalité, ce n'était pas son rôle de libérer Wano. Ce qui fait écho à Jésus se sacrifiant pour son peuple sur la croix. Donc dans la construction de son personnage, on remarque qu'il est fortement lié à Luffy et au christianisme, vu qu'à un moment de l'histoire, ces deux personnes ont été eux-mêmes des libérateurs, mais il ne faut surtout pas oublier que dans cette histoire, il y a aussi un traître, le Judas. Car tout comme Jésus, Oden lui possédait, entre autres, 12 apôtres, et devinez qui est le traître parmi ces 12-ci. En ce qui concerne Luffy, je n'ai pas vraiment besoin de préciser pourquoi il est lié au libérateur, car il est lui-même le libérateur. Après tout, c'est bien le rôle de Nika de libérer le peuple et ses esclaves. Ainsi, les battements de son cœur, appelés les tambours de la libération, peuvent retentir. Et je pense que c'est une référence totalement voulue de sa part. Qui dit arc de Wano, dit forcément foreshadowing avec Oda. Donc quel foreshadowing l'auteur a bien pu conclure avec cet arc si bien construit. On a par exemple un foreshadowing assez simple qui date de Punk Hazard et que quasiment personne n'avait vu venir. C'est celui des smiles de Kaido. On sait que ce sont des fruits de démons de type Zoan qui font obligatoirement sourire à ceux qui le mangent. Le sad utilisé pour les fabriquer est un produit rendant totalement blanc les gens. Le nom de ces fruits en français se nomme le sourire et l'élément principal pour produire ce sad sont les tournesols luminescents. Est-ce que tous ces éléments vous pensez à une quelconque personne ou une certaine transformation comme le Gear 5? Et oui, ce fameux Gear 5 serait teasé depuis Punk Hazard à travers la production des smiles. Car après tout, on le rappelle, mais ce Gear rend Luffy blanc, le fait rire et on l'a appris durant le chapitre, mais son fruit est bien un Zoan. Et devinez quoi? Dans un SBS, Oda dit que la fleur qui symbolisait Luffy était bien le tournesol, qui est la fleur qui symbolise comme par hasard le soleil, et qui comme par hasard est l'élément qui produit le sad. Ensuite, on en a plusieurs autres, comme le chapitre 1 de Wano, qui lui aussi tease le Gear 5. Car Luffy, après son réveil sur la plage, se retrouvera comme par hasard devant deux animaux qui se battent entre eux. Et ces deux animaux ne sont pas là au hasard car il le symbolise lui-même. Le premier, vous savez pourquoi il symbolise Luffy, car c'est tout simplement un singe. Mais le deuxième est un lion, mais nombreux d'entre vous ne savez pas qu'est-ce qu'il représente chez Luffy. Comme Ryo Sensei l'a lui-même expliqué il y a un an dans son analyse du chapitre 1026, le lion symbolise tout simplement le Gear 5. On le remarque au fait que cet animal, comme le tournesol, est associé au soleil, dû au fait que sa crinière peut le symboliser. D'ailleurs, le saunier lui-même est un lion, et son surnom donné par Franky est les 1000 soleils. D'ailleurs, une personne fera le rapprochement entre le tournesol et le saunier, car il posera la question de si ce n'est pas plutôt une fleur qu'un lion. Il y a bien sûr de nombreux rapprochements entre le tournesol, le soleil, Luffy et le lion, comme au chapitre 1079, où sur la cover, on verra Luffy arroser des tournesols avec un lion déguisé en ses fleurs. Ou même Zoro lui-même, au chapitre 568, où il veut capturer un lion qui se déguise en tournesol. Mais l'élément qui vient tout concrétiser, c'est le Gear 5 lui-même. Car dans le film Red, lorsque Shanks attaquera et Luffy aussi, nous aurons pour les deux leur animal symbolique qui apparaîtra. Pour Shanks, ce sera bien évidemment le griffon, et pour Luffy, le lion. On a un autre foreshadowing qui se passe pile durant le flashback d'Oden, car grâce à la voix de toute chose, Roger et lui-même entendront dire les rois des mers qu'un roi apparaîtra dans une mer lointaine et que les baleines l'attendent avec impatience. Alors qu'une autre personne dans le futur viendra voir Poséidon et les baleines s'en réjouissent de cette rencontre. On comprend alors directement qu'on parle bien ici de Joy Boy, mais cette prophétie, attendue par le peuple marin, est quelque chose qui a subtilement été annoncé à Skypiea, car sur la cloche d'or de Chandora, on peut y observer une baleine au centre et un singe avec un chapeau sur le haut. Et vous savez à quel point cette cloche et même cet arc en entier est important, car c'est là que le dieu soleil sera cité pour la première fois. Je vais en citer un petit dernier, il va peut-être vous chambouler, car il y en a vraiment beaucoup des foreshadowing dans cet arc, du moins qui se conclusent dans cet arc, et tous les énumérer rendrait la vidéo beaucoup trop longue. On va parler de Big Sosake, car oui, depuis que vous avez entendu cette chanson, sachez que sans que vous le compreniez, Oda avait alors déjà teasé le Gear 5 à travers cette musique. Le couplet que l'on va voir commence par le fait qu'une tempête à l'horizon
arrive. Ensuite, ça enchaîne avec une autre phrase du couplet qui est le fait que suite à cette tempête, les vagues commencent à danser au rythme des tambours. Ensuite, on nous dit que si tu perds ton sang-froid, ce souffle pourrait être ton dernier, mais que si tu t'accroches, alors le soleil, lui, arrivera. Et c'est exactement pour ça que plus Luffy sourit et plus il devient fort. Le sourire et le sang-froid est la base de sa transformation. S'il arrête, alors il n'est plus Nika. Et dans la phrase suivante, on dit bien que le soleil lui-même se lèvera grâce à lui, faisant référence à l'aube. À partir de ça, il est vraiment clair que cette chanson est un foreshadowing. Après tout, ce n'est pas un hasard qu'Oda ait décidé que cette chanson, qui accompagne Roger dans sa découverte du One Piece dans le flashback d'Oden. Mais savez-vous que Luffy a cité une parole de cette chanson en plein combat? Lors de sa détransformation de Gear 5 à sa forme basique, il a dit quelque chose à Kaido. De toute façon, si on meurt, il ne reste plus que des os. Faisant référence au moment où dans la chanson on dit « Quoi que tu fasses mon ami, tu finiras les os blanchis ». En vérité, des foreshadowing, il y en a beaucoup. Et ceux-là sont largement assez pour montrer l'étendue de la qualité d'écriture d'Oda pour cet arc. Donc, pour la suite de la vidéo, cette fois, on va s'attaquer à l'écriture souvent sous-estimée de l'antagoniste principal de cet arc, Kaido. Car oui, il y a des subtilités que des gens n'ont pas su apercevoir, comme le fait qu'Oda ait placé Kaido dans One Piece comme étant le faux Joy Boy, le faux libérateur. Nous parle de cette phrase, toi non plus, tu n'auras pas réussi à devenir Joy Boy. Mais avant de la traiter, passons d'abord par comment Oda nous a introduit Kaido. On nous le montre pour la première fois faire ce qu'il n'a jamais été osé avant, mourir en se jetant d'une île céleste et survivre sans aucune blessure. Durant l'arc de Wano, Kaido nous renseignera sur ce qu'est réellement sa vision de la mort et il reprend le code d'honneur des samouraïs en définissant la mort comme l'accomplissement de l'homme. Une grande mort est le signe d'un grand homme et d'un grand héritage. Comme l'ont fait Barbe Blanche et Roger, la mort est donc d'ores et déjà le thème fondamental de l'écriture de Kaido. Il faut d'ailleurs relever pourquoi son fruit est celui de la carpe modèle dragon d'azur. Et la raison est profonde vis-à-vis de son personnage, car c'est inspiré du mythe de la carpe qui se transforme en dragon suite au fait qu'elle gravisse une cascade. Et ça provoque une corrélation avec le personnage de Kaido, car dans le manga et dans sa vivre card, on nous révélera que Kaido est le plus sage, par un titre. Et ça rentre directement en résonance avec la carpe, qui au Japon est le symbole même de la sagesse. Un nouveau thème autour de Kaido émerge tout au long de son combat contre Luffy. Et c'est le fait qu'il a voulu devenir un jour Joy Boy. Pendant le flashback de King, nous avons appris qu'il croyait que Kaido était Joy Boy. De plus, une observation intéressante et vraiment incroyable est que le nom de Kaido lui-même signifie Joy Boy. Car les kanji qui peuvent être utilisés pour écrire Kaido signifient soit enfant fort, soit Joy Boy. Tout cela servait à amener quelque chose. Non pas un développement, mais une finalité d'écriture. Comment Kaido connaissait Joy Boy? Pourquoi voulait-il le devenir? Comment le devenir? Et surtout, pourquoi a-t-il échoué? Mais ensuite, il a perdu. L'entièreté de l'écriture de Kaido, ce personnage de One Piece, se voit être comme une figure opposée à Joy Boy. Mais il est également lié à son émergence. Kaido, en tant que créature vivante la plus forte, est le test pour l'apparition de Joy Boy. Il joue le rôle de coffre, garde Joy Boy, alors celui qui viendrait le battre en serait la clé. Tandis que Joy Boy est considéré comme le libérateur du monde, Kaido représente la force brutale et le contrôle par la peur. Tandis que Joy Boy représente la joie et la croyance en la valeur de la vie humaine, Kaido, lui, l'oppresse et répand la tristesse du rire par le smile. L'auteur souligne que la mort de Kaido est à la fois grandiose et anti-climax, car elle est pas mal perçue par les spectateurs et semble dépourvue de sens. Cependant, il est suggéré que cette mort a un sens plus profond, et qu'elle permettra à Joy Boy de se révéler. La véritable signification de la mort de Kaido est cachée aux yeux des personnages de l'histoire et du lecteur lui-même, car il est considéré qu'il ne mérite pas la reconnaissance et la gloire de sa mort, comme l'ont pu avoir Barbe Blanche et Roger. La mort de Kaido est considérée comme le point culminant, le plus fort de tous les méchants de l'histoire de One Piece. Et Oda a délibérément laissé des dialogues ouverts et ambigus pour susciter la réflexion derrière ces mots pleins de double sens. Finalement, l'auteur soutient que Kaido a accompli sa volonté, celui de faire venir Joy Boy. Même si cela ne peut pas être très clair pour tous, sachez que cela ajoute de la profondeur à son personnage et à l'histoire de One Piece. Mais pour finir avec la construction de son personnage, je vais parler de cette fois du sens qu'ont les attaques de Kaido et pourquoi Oda a choisi celle-ci pour lui. Déjà, on va s'attaquer à son fruit du démon, qui est le Uo-Uonomi modèle Dragon d'Azur. Pourquoi Oda a choisi ce fruit du démon? Eh bien, le lien entre ses capacités et son fruit du démon provient en fait d'un jeu de mots, car je n'en ai pas parlé,
mais Kaido a de gros liens avec l'alcool, comme le fait qu'il vient du pays de vodka, ou qu'il possède des techniques de combat en rapport avec ça. Et bien c'est parce qu'en japonais, Uo et Vo de vodka possèdent exactement les mêmes symboles. Et Oda s'est servi de ce jeu de mots pour rallier les deux. Et c'est pour ça que le pays d'origine de Kaido a un rapport avec de l'alcool. Et c'est aussi pour ça que son fruit du démon est le Uo no Mi. Pour ses attaques, on a globalement un schéma d'inspiration précise qui sont celles des 5 rois de la sagesse. Et comme par hasard, toujours un rapport avec son titre de sage. Ce sont 5 divinités bouddhiques qui inspireront les attaques de Kaido de leur nom, comme Taitoku ou Gundari. Fait intéressant et qui l'oppose encore une fois à Luffy, c'est le fait qu'en Gear 4, Luffy lui-même ressemble à un de ces rois de la sagesse, comme l'a fait remarquer Yogoro en le voyant. Kanjuro est un personnage qui de A à Z, dans son écriture, est un acteur. C'est-à-dire que le jeu du double rôle est fondamental chez lui. Dès son apparition, il montre des indices laissant présager sa future trahison sous les yeux des lecteurs sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Il se présente comme un personnage excentrique, maladroit et passionné par l'art. Cependant, lors de sa trahison, sa véritable nature, sombre et vicieuse, se révèle. Son histoire est plus ou moins liée à tout le monde dans Wano. Et le but qu'on lui a insufflé n'est dû qu'à un être vicieux lui-même. Son parcours fera qu'il se forgera une deuxième personnalité, mais non pas liée à une maladie, mais justement à son rôle d'acteur, comme expliqué un peu avant. Et c'est ce qu'il expliquera au chapitre 1014. Il dansera entre ces deux personnalités en jouant le rôle d'ennemi juré et du meilleur ami. Car il le dit lui-même dans ce même chapitre que si quelqu'un doit mettre fin à sa vie, cette personne doit être Kinemon. Car sur scène, c'était bien eux les meilleurs amis. Mais le cœur de son écriture est bien sa mort. Orochi l'a manipulé en lui faisant miroiter une vengeance à travers une scène théâtrale là où Kanjuro serait acclamé par le clan Kurozumi. Mais finalement, Kanjuro comprend de travers ce qu'Orochi lui disait. Et c'est vrai qu'en lisant ces paroles, elles possèdent un double sens. Car en disant que l'âme du clan devait être apaisée, les incluant dans l'action, il leur donne alors le double suicide des Kurozumi, une scène qui exprime son désir de vengeance et qui prend la forme de Kanjuro lors de sa première apparition du traître à Wano. La décision de Kanjuro de choisir le suicide en tant que moyen de vengeance est de donner une finalité à ses désirs, et c'est bien sûr lié à Orochi, qui a insufflé ses désirs en lui, ce qui a fait de lui une coquille vide, un simple pantin. On en vient à l'un des combats les plus importants et avec le plus de symbolique de tout l'arc. C'est un combat qui oppose deux deuxièmes commandants. Luffy doit tout faire pour vaincre Kaido, mais Sanji doit quant à lui tout faire pour vaincre un véritable mastodonte, Queen la Pandémie. La victoire de Sanji est primordiale au bon déroulement de la victoire totale, car Queen est l'un des meilleurs éléments de Kaido. Après sa victoire, Zoro sera exténué. Il sera à terre, il ne pourra plus combattre. Les meilleurs éléments sont épuisés. C'est en réalité tout le pays qui compte sur Sanji. Si Queen le bat, il peut prendre le commandement des forces ennemies et faire un véritable carnage. On comprend donc l'importance d'une victoire de Sanji, mais également l'importance du choix qui sera le sien. Queen, surnommé la Pandémie, est un pirate des plus redoutables. Membre des pirates aux 100 bêtes, sous l'égide du roi des bêtes, Queen se distingue par un statut élevé car c'est l'une des 3 calamités. C'est une menace majeure pour quiconque croise sa route. Il est connu pour son ingéniosité en tant que scientifique. Il est dans la création biologique et de dispositifs maléfiques. Son génie technique lui permet de changer son propre corps, qui lui confère des compétences de combat surhumaines. Sans oublier son fruit du brachiosaure. Queen reflète parfaitement l'esprit One Piece, car Queen a un côté excentrique. Il aime la danse et la musique. Sauf que Queen est en réalité impitoyable. Sanji affronte donc un pirate qui est redoutable et imprévisible. On n'en attendait pas moins d'une calamité choisie par Kaido. Sanji a un devoir de protection envers son capitaine et son équipage. C'est-à-dire que, quand il le peut, il doit empêcher les gros éléments de s'en prendre à eux. Le combat a donc opposé Sanji, fils de Judge Vinsmoke, à Queen la Pandémie, scientifique de génie. C'est le combat le plus important de Sanji depuis le début, autant physiquement que mentalement. Il n'a pas eu de vrai combat complet sur Punk Hazard, Dressrosa ou encore Whole Cake. Et il faut dire que l'arc Whole Cake était un arc particulier, car l'objectif était de le récupérer. Et il fallait montrer deux choses, le sens du sacrifice de Luffy envers Sanji et celui de Sanji envers Luffy. Il est allé jusqu'à dire qu'il refusait Luffy en tant que capitaine. Ça l'a beaucoup affecté, il en a pleuré, il a beaucoup souffert. Luffy a quant à lui affirmé qu'il ne sera pas le roi des pirates sans Sanji, et il a tout fait pour récupérer son commandant. S'il n'a pas eu de vrai combat complet sur Whole Cake, c'est parce que c'est Luffy qui avait le rôle. Il détruira n'importe quel mur pour atteindre son but avec son commandant. Quand Jinbei a dit qu'il fallait contourner le mur de Perospero, Luffy l'a détruit. Quand Katakuri s'est mis devant lui, Luffy a tout fait pour le vaincre et l'a vaincu. Pour autant, il fallait que Sanji ait un vrai combat complet, pour montrer qu'il était digne de devenir un commandant du roi des pirates. Pour le côté mental, c'est bon. Pour le côté physique,
c'était pas bon. Et c'est là que Queen entre en scène. Ce combat confronte Sanji à son passé. Son combat, l'adversaire, le power-up, la finalité, tout a été parfaitement préparé depuis l'arc Whole Cake Island, qui est l'arc où on voit l'enfance de Sanji, son histoire et ses souffrances. Il était le raté des Vinsmoke, il a été rejeté, son père l'a fait passer pour mort tellement qu'il en avait honte. Il l'a mis en détention pendant 6 mois, il lui a dit de ne jamais dire qu'il était son fils. Sanji était une tâche qu'il désirait garder secrète. Toutefois, il ne s'est jamais résigné à lui ôter la vie, car après tout, il était son fils. Durant sa détention, il lui donnait de somptueux repas, quitte à ce que des rumeurs sortent dans le royaume. Judge aspire à reprendre North Blue. Il a donc sacrifié son humanité en modifiant ses fils, en les dénuant de toute forme de compassion. Judge est aveuglé par un désir de vengeance, et quand il a vu Sanji, il l'a délaissé. Pourtant, ce n'est pas parce que Sanji est un raté que Judge était haineux envers lui. On l'apprend par Eiju. Sora, sa femme, ne voulait pas que ses enfants deviennent des monstres. Elle a donc pris un puissant médicament, ce qui a eu pour conséquence une maladie incurable et sa mort. Il n'y a donc eu qu'un seul enfant qui n'était pas modifié, Sanji. Et Judge était convaincu qu'il était responsable de la mort de sa femme. Mais malgré le fait que Sanji ait souffert, qu'il ne lui pardonnait pas, il a utilisé le Red Suite par 2 fois. Certains diront que ce n'est pas logique, qu'il ne devait pas l'utiliser, mais ce n'est pas le cas. Certes, tout ce qui entoure le Germa le rebute, mais c'est oublier une chose importante. Sanji est un Mugiwara. Il ferait tout pour protéger le groupe. C'est au chapitre 1022 que le combat démarre, avec la phrase « Et sorcier en vrille, une fois qu'on aura gagné la bataille », et Sanji qui enchaîne avec « Ouais, on aura un aperçu de Luffy en tant que roi des pirates ». Le ton est donné dès le départ. Le combat de Zoro et le combat de Sanji sont faits pour que Luffy devienne le roi des pirates. Oublier son amour-propre a été un dilemme pour beaucoup de Mugiwara. Rappelez-vous de Mihawk au chapitre 597, quand Zoro s'est mis à genoux pour qu'il l'entraîne. Zoro, le fier sabreur qui avait choqué Mihawk, avec une détermination sans faille et une volonté imperturbable, se retrouve front baissé, mettant alors son honneur de côté, pour supplier un ennemi. Mihawk a compris une chose et le dira à Zoro. Je constate que tu as trouvé une motivation plus forte que ton ambition. Et dans ses pensées, il dira, un homme de ta trempe ne peut oublier son amour propre que pour le bien de quelqu'un d'autre. On comprend donc que la motivation de Zoro, qui est faire de Luffy le roi des pirates, est plus grande que son ambition de devenir le meilleur épéiste au monde. Le combat démarre entre Sanji et Queen, le cyborg, que même Vegapunk ne peut créer. Cette phrase de Queen est importante. Elle montre à quel point il est unique, à quel point il est fort et complet. Ce n'est pas juste un Zoan. Le vrai tournant du combat, c'est l'éveil des compétences de Sanji. Queen, calamité du roi des bêtes, est un combattant extrêmement performant. En termes de compétences, il est ultra complet. Il a mangé le Zoan du Brachiosaur. C'est une énorme créature, forte et résistante, avec une incroyable endurance. C'est également un inventeur de génie, qui a créé le démon de glace. Il a une technique physique d'un niveau ahurissant, le Brachio Bomber. Il a utilisé contre Big Mom qui était bien trop forte sur Udon, et ça a fonctionné. La technique a fait mouche. Si Big Mom est encore en vie, c'est grâce à une incroyable résistance. Et Queen, ce n'est pas que ça. Queen a Black Coffee. Il envoie des rayons laser. Bridal Grapper. Il peut brûler l'ennemi. Brachio Launcher. Il peut envoyer des roquettes. En autre technique telle que le Brachio Bomber, il a Brachiotogoros. Il enroule l'ennemi et compresse ses os et ses organes. Même des maîtres en HDA ne résistent pas à la technique. C'est une technique qui est extrêmement puissante. Elle peut broyer quasiment n'importe qui. Tout comme le Brachio Bomber met KO quasiment n'importe qui. Queen a les pouvoirs des Germa qui le rendent ultra complet. Sparking Queen pour les rayons. Henry Queen pour la vitesse. Wince Queen pour l'offensive. Il a 2 épées et peut devenir invisible. Vous l'aurez compris, Queen est un combattant ultra complet, et il fallait que Sanji en devienne un pour le vaincre. Quand il a utilisé le Brachiotoguros, les autres Sanji ont été brisés. À l'instant T, tout est fini. Queen allait finir Sanji, il allait rejoindre King, et Zoro aurait été battu facilement. Il ne manquait plus qu'un ménage, et tout aurait été terminé. Mais c'est à ce moment-là que Sanji veilla ses pouvoirs de Germa. Il régénère son corps, et encaisse le coup d'épée de Queen, qui l'aurait découpé. Il est donc devenu comme ses frères. Toutefois, il se pose des questions intérieurement. Vais-je perdre mon humanité ? Ou encore, vais-je me transformer comme ces monstres sans cœur? Depuis l'archipel, il est une question de désir et de volonté. Sanji ne voulait pas s'entraîner pendant 2 ans avec Ivankov, tout comme Zoro ne voulait pas se prosterner devant Mihawk. Pourtant, ils l'ont fait pour le groupe, pour le capitaine. Il n'était pas assez fort. Ces 2 épreuves sont lourdes, car les 2 ont fait ce qu'ils refusaient catégoriquement de faire. Sanji s'entraîne avec Ivankov, Zoro s'entraîne avec Mihawk, qui était censé être son pire ennemi. C'est comme ça qu'ils peuvent avancer, donc c'est comme ça qu'ils ont agi. Kuma a testé en quelque sorte leur motivation. Et ça a marché. Ils sont dignes d'être des commandants du futur roi des pirates. Plus tôt, on a vu que Robin refusait d'être un démon, mais qu'elle a finalement accepté pour gagner. Et bien pour Sanji, c'est pareil. Il ne voulait pas devenir un guerrier de la science, mais il l'a accepté pour gagner. Le développement et l'évolution de Sanji passent donc par l'acceptation de la technologie des Germa. Robin refusait catégoriquement d'être affiliée au démon, d'être surnommé le démon, mais elle a compris que pour gagner, c'était le seul moyen. Et comme elle sait que ses amis l'acceptent telle qu'elle est, elle a accepté de devenir un démon. Avec Sanji, c'est exactement pareil, mais avec les Germa. Dis-moi, Luffy, lequel est-ce que tu préfères? Le moi habituel, en chair et en os, devenant une épave dès lors que l'ennemi est une femme, ou un guerrier de la science, cruel, froid
et sans émotion, qui peut même écraser un monstre tel que lui, pour le moins que tu m'en donnes l'ordre. Lequel sera le plus utile au roi des pirates? Sanji a pris sa décision. Il saura les deux. Il accepte finalement la technologie de son père. Il restera le Sanji qu'on connaît, un homme gentil, humain et compatissant, mais sera également un guerrier de la science, cruel et froid. Sanji a eu le choix. Il a un libre arbitre grâce à sa mère. Ishiji, Niji et Yonji n'ont quant à eux pas eu leur mot à dire. Alors que Sanji est devenu à la fois le chef-d'œuvre de Judge et le chef-d'œuvre de Sora. Il est à la fois le plus cruel des guerriers et le plus gentil des hommes. Il est devenu un guerrier démoniaque de la science qui garde ses émotions. Il détruit le Red Suite et enverra un Hell Memories, souvenir de l'enfer. La technique a pour but de se souvenir de moments insupportables et de brûler ses souvenirs. Il disparaît alors sans costume et uniquement avec sa vitesse. Toutefois, ce n'est pas fini. Il a certes dit adieu au Germa, mais le Germa est toujours là. Queen a, comme dit plus tôt, tous les pouvoirs du Germa. Ce que voulait Queen, c'est gagner avec Sanji en Red Suite. Il voulait prouver qu'il était un meilleur scientifique que Judge. Toutefois, en battant Queen sans armure, Sanji a gagné à tous les niveaux. La victoire est totale. Il dira bien, c'est un combat que je dois achever moi-même. Le sacrifice de sa mère l'aura sauvé. Il sera devenu plus fort. Il aura un aperçu de Luffy en tant que roi des pirates. Un exosquelette, de la régénération, une force musculaire surhumaine, une très grande vitesse, une meilleure accélération, une force imposante. Tout cela augmente considérablement sa puissance. Et en combinant Haki et exosquelette, le résultat est tel que ses jambes sont bien plus robustes. Elles supportent des flammes bien plus ardentes. Voilà comment Sanji sort un power-up démoniaque. Jambe Ifrit. Ifrit qui a une réelle signification quant à Sanji. La racine du mot Ifrit est affre, qui se traduit par malicieux, intelligent, mais avec méchanceté. Un Ifrit est une version améliorée d'un djinn. La jambe Ifrit est une version améliorée de la Diable Jambe. Il est fort et digne de confiance comme Sanji. Il est intelligent comme Sanji. Il peut être méchant comme Sanji. Sanji dira alors « J'ai accepté mon sort. Je ne suis pas la même personne que tu as connue sous le dôme. » Pour la victoire, Sanji a changé, Sanji a évolué. C'est désormais un guerrier démoniaque de la science. L'une des deux ailes du futur roi des pirates. Sanji la jambe noire, le guerrier démoniaque de la science. Zoro contre King est l'un des combats les plus importants de Nigashima, car les deux représentent un ultime rempart avant le capitaine. Et si Zoro gagne, il aura un aperçu de Luffy en tant que roi des pirates. Robin est devenu ce qu'il redoutait, un démon. Sanji est devenu ce qu'il redoutait, un guerrier de la science. Zoro est devenu ce qu'il redoutait, un homme qui remet en doute sa voie d'épéiste, un homme qui remet en doute ce à quoi il a voué sa vie. Le développement de Zoro se portera donc sur le fait de devenir le meilleur épéiste au monde, sur sa voie de l'épée et ses promesses. Le combat démarre fort quand King donne un coup de poing. King, que l'on croyait épéiste, dévoile qu'il n'en est pas un. King est en réalité une machine à tuer. L'auteur remet alors en évidence une vérité qu'il faut garder en tête. Le monde de One Piece est un autre monde, avec ses propres règles élémentaires, règles de langage, humaines, physiques, etc. On est sur Alabasta, quand Zoro combat Mr. One. À un moment, Das Bones dira « Tu ferais mieux de ne pas me confondre avec un simple épéiste ». Zoro répliqua et dira « Si tu n'es pas sabreur, qu'est-ce que t'es ? Une foreuse ?» Zoro agit comme un homme qui ignore la réalité. Il ne se base que sur ce qu'il pense. Il n'a pas un esprit ouvert. Un homme qui combat avec des lames est forcément un épéiste. Mais c'est faux. Et on comprend pourquoi Mihawk dit à Zoro qu'il n'est qu'une grenouille coincée dans son puits. Celle qui n'a jamais connu la haute mer. Dans le monde, toute personne qui combat avec quelque chose de tranchant n'est pas forcément épéiste. Et Das Bones dira bien « Je ne suis pas sabreur. Je suis un tueur. » Et c'est là que l'on comprend qu'un sabreur suit une voie différente. Un tueur utilise tous les moyens pour combattre, pas un sabreur. On retourne donc sur Nigashima. Quand King a mis un coup de poing, Zoro qui a évolué a compris. Tout comme Mr. One qui n'est pas épéiste mais une machine à tuer, King est également comme ça. Toutefois, le plus intéressant vient juste après. King lui dira « As-tu besoin d'une école ou d'un style pour combattre ?» Et contre toute attente, Zoro répond « Non, tu as raison. Fais comme tu le sens. Qui sait ? À la fin de tout ça, peut-être bien que je vais te déchirer la gorge avec mes dents. Je ferai tout pour m'assurer la victoire. » Et cette phrase est importante car un sabreur n'est pas censé tout faire, tout utiliser pour s'assurer une victoire. Un épéiste ne doit compter que sur son maniement de l'épée. Zoro a certes l'ambition de devenir le meilleur épéiste au monde, mais Zoro a trouvé une motivation plus forte que son ambition. Il le dit, si pour gagner, si pour faire de Luffy le roi des pirates, il faut que je dévide ma voix, que je t'arrache la gorge avec mes dents, je le ferai sans hésiter. Je deviendrai donc comme toi, une machine à tuer. Ça peut paraître impossible, mais comprenez bien que c'est clairement dans le développement des Mugiwara et de Zoro, car à l'origine, n'oublions pas qu'il était chasseur de pirates. Il est donc passé de chasseur de pirates à pirate. Il est passé du coq à l'âne. Ça n'a rien à voir. Il devient ce qu'il chassait. Un peu comme Yo qui était chasseur de marine et qui est plus tard devenu
allié de la marine, donc en quelque sorte un soldat de la marine, comme le disent Das Bones et Crocodile. Le power-up de Sanji était causé par le Red Suite, puis par l'éveil de ses gènes. Zoro a quant à lui un power-up avec Enma et l'éveil de son Haki des rois. On a un récapitulatif des épées de Zoro. Le Sandai Kitetsu qui est une épée maudite qui caractérise Zoro pour le côté démoniaque. Le Wado Ishimonji qui est forgé par Shimotsuki Kozaburo et qui est en lien avec Kuina. Puis on a un rappel de la promesse de Zoro à Kuina. Il veut devenir le meilleur épéiste au monde pour que son nom résonne au paradis. Et enfin Enma, l'épée et chef-d'œuvre de Shimotsuki Kozaburo. Zoro a pu stabiliser son Haki avec et il a pu utiliser son Haki des rois sur les autres épées. Tu as donc l'ambition d'être un roi. C'est ce que King dit à Zoro, après avoir vu son revêtement de Haki des rois. Zoro répond alors, exactement. Je dois tenir une promesse faite à mon capitaine et à ma meilleure amie. La promesse faite à Kuina concerne le fait de devenir le meilleur épéiste au monde. La deuxième promesse faite à Luffy, c'est de ne plus jamais perdre un seul combat. Et c'est là que l'on comprend que la deuxième promesse est plus importante, comme le dit Mihawk. Car pour la tenir, il est prêt à sortir de la voie du sabre. Et cette promesse est liée au fait de faire de Luffy le roi des pirates. On part donc à la fin du combat Zoro contre King, et on peut voir un flashback de King et Kaido. Dans le flashback, Kaido dira « Tu penses que je suis Joy Boy, King ?» Et King répondra « Je te demande juste de continuer à être le plus fort. Et en ce qui me concerne, je ne perdrai aucun combat. Je ferai de toi le roi des pirates. » Et ensuite, on a un flashback avec Zoro qui crie « Je fais le serment de ne plus jamais perdre un seul combat. Quelque chose à redire, roi des pirates. » Il ne peut y avoir qu'un seul roi des pirates. Il ne peut y avoir qu'un seul second du roi des pirates. King pensait que Kaido était Joy Boy. Luffy, lui, est Joy Boy. King a dit qu'il ne perdra pas. Zoro l'a battu, et c'est lui qui ne perdra pas. King voulait faire de Kaido le roi des pirates. Zoro fera de Luffy le roi des pirates. King voulait être le roi des enfers. Zoro deviendra le roi des enfers. Le titre roi des enfers est directement lié à la promesse. Tu veux donc être un roi? Oui, le roi des enfers. Le roi des enfers est l'ombre du roi des pirates. C'est comme le roi des ténèbres et le roi des pirates. Une fois qu'on aura gagné la bataille, on aura un aperçu de Luffy en tant que roi des pirates. L'objectif premier de Zoro est de faire de Luffy le roi des pirates. Et à la fin du combat, Zoro dira « Je vais moi aussi devenir le roi des enfers ». Le roi des enfers qui est donc le second du roi des pirates. Rayleigh est le Meiho, roi des ténèbres. Zoro veut devenir le Jigoku no Ho, roi des enfers. Meiho s'écrit comme ça en japonais. Toutefois, il y a une autre signification. Pluton. Pluton qui est le roi des enfers. Tout comme Robin qui est devenu un démon pour Luffy, Sanji qui est devenu un guerrier de la science pour Luffy, Zoro deviendra le roi des enfers pour Luffy. Et il y a autre chose qui est assez intéressant. King dit à Zoro, tu es biologiquement incapable de me vaincre. Et Zoro dira, il n'y a rien que je déteste plus comme excuse. Ce dialogue fait directement écho à Kuina et Zoro. Kuina qui a dit à Zoro qu'à l'âge adulte, un homme devient forcément plus fort qu'une femme. Ce qui énervait Zoro qui lui a dit que l'attitude est déloyale. Et qu'il répétera le même refrain le jour où Zoro la battra. Pour lui, il n'est pas question de talent. Et Zoro a raison car 3 femmes le prouvent. Bo Hancock est une Shibukai. C'est une femme, pourtant c'est l'égal de Kuma ou encore de Flamingo. Smoothie est une commandante Yonko, au même titre que Marco, Jose, Queen, Kuzan, etc. Et enfin, Big Mom est une femme. C'est l'égal de Kaido, elle a combattu toute la nuit, le sourire aux lèvres. Zoro lui dit donc aucune excuse. Quand on veut, on peut. Qui que tu sois, tu peux y arriver. Et Kuina lui dira qu'il a raison. Le combat Zoro contre King est donc une rétrospective du Zoro d'il y a 13 ans. Tout comme le combat Sanji contre Queen pour le Sanji d'il y a 13 ans. C'est une rétrospective de son histoire, son futur, ses sabres, son ambition, ses promesses, sa motivation. Le combat se conclut alors avec une technique qui se nomme Ipyaku Sanjo Iryu Jigoku. L'adaptation de Monster de Eiichiro Oda a été annoncée en animé. Et Monster est une histoire que l'auteur a écrite en 1994, bien avant l'apparition de One Piece, qui met en lumière Ryuma, un samouraï qui vagabonde. Pour le nom de l'anime, l'auteur a choisi Monster, Ipyaku Sanjo, Iryu Jigoku, le même nom que la technique de Zoro. Et en plus de ça, en technique finale, King a envoyé un dragon. Et Ryuma a battu un dragon. Ryuma dira à Flar, un personnage de Monster, que la réputation n'est pas importante dans un combat. Ce qui importe, c'est ce que l'on protège. Ce qui fait écho à Zoro qui se fiche désormais de changer de voix. Sanji qui se fiche désormais de devenir un guerrier de la science. Ou Robin qui se fiche désormais de devenir un démon. Koshiro apprend à Zoro que la plus puissante des lames est celle qui a le pouvoir de protéger ce qui doit être protégé, et de trancher ce qui doit être tranché. Le plus important, c'est la volonté de protéger. Koshiro, qui est un Shimotsuki, tout comme Ryuma Shimotsuki, a la même philosophie que lui. Voilà ce qu'est la philosophie des Shimotsuki. À la fin de Monster, on apprend que Ryuma était surnommé le roi. Ce surnom lui a été attribué par ceux qui l'a sauvé. Et comment est-ce qu'on traduit roi en anglais? King. Zoro a donc rendu la lame Shusua Wano Kuni, et il a battu le roi et son dragon. Zoro est le fier descendant de Ryuma Shimotsuki, et il deviendra le roi des enfers. Kid Hello est un gros combat coopératif de l'arc. Il aura fallu 2 pirates pour en vaincre une. Kid, qui ne fait confiance qu'à Killer, son partenaire, et qui avait comme proie Big Mom, a dû s'allier avec Trafalgar Law. Pour comprendre l'importance du combat, il faut comprendre qui est Kid.
Et surtout, quel est le rêve de Kid, ou plutôt, ses rêves, car il en a deux. Le premier est trouver le One Piece. Il a dit à Luffy et Law, c'est lui qui trouvera le trésor. Kid dira que tous ceux qui l'ont croisé et qui ont pris connaissance de son rêve se sont moqués de lui. Mais Kid n'a jamais abandonné. Toutefois, et c'est important, Kid a un autre rêve, battre un Yonko. C'est Hawkins qui nous l'apprend. Kid combat actuellement Big Mom. Réussira-t-il à accomplir son rêve, celui d'abattre un Yonko? Même quand Kid était face à Big Mom et que Hawkins le frappait avec son pouvoir, il dira « J'ai finalement pu atteindre les Yonko. Quelle aura été ma vie de pirate si je meurs maintenant ?» Kid démontre alors que sa vie de pirate aura un sens s'il fait tomber Big Mom. Et on comprend pourquoi est-ce que Shanks a pu l'éradiquer, car en réalité, son objectif a été atteint. Contrairement à Law qui lui a pu s'échapper, car il n'a pas atteint son nouveau but. Car oui, Law a un nouvel objectif, la signification du Di dans son nom. Law n'a donc pas eu le rôle principal dans le combat, même si comme Kid il a tout donné, même si comme Kid il a fait très mal. Mais Law a surtout eu un rôle de support, un rôle de soutien. Il couvrait Kid pour qu'il puisse attaquer avec son punk Clash, ou encore quand il coupe le misery de Big Mom et qu'il coupe sa parole pour qu'elle ne parle pas. C'est Kid qui assène le coup final, car son développement s'achève avec le coup. Kid a par ailleurs évolué durant le combat. Il a ravalé sa fierté et a combattu avec Law en 2 contre 1. Kid n'aurait jamais pu gagner seul. Il a accepté et ça a porté ses fruits. Ce combat est donc la conclusion de Kid qui a réussi à accomplir son rêve. Monkey D. Luffy. Kaizoku Ō ni naru otoko da. Et enfin, on a le combat au sommet, le combat le plus important, le combat qui façonnera le futur du monde. Ce combat est la conclusion de 10 ans d'écriture au niveau de l'histoire, de la puissance et des mystères. Tout a été fait pour en arriver à ce combat et pour en arriver au power-up de Luffy. Luffy a montré son H2 avancé gagné contre Katakuri, quand il a vu le Raime Hake de Kaido, ou encore quand il a vu le Hake de Kaido et Big Mom avant qu'il ne soit lancé. Son HD avancé, c'est avec lui que Luffy peut lui faire mal. Sans ça ne marche pas. Et enfin, son Haki des rois avancé. Kaido l'avait, Luffy l'a eu. L'apprentissage de Rayleigh et toutes les épreuves qu'il a traversées ont servi à faire de Luffy ce qu'il est devenu. Luffy n'affronte pas n'importe qui en 1 contre 1. Il affronte Kaido, la personnification de la puissance, de la violence, de la bestialité. Kaido représente un monde froid et cruel, le monde animal. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est le roi des bêtes. On dit que, pour un vrai duel, rien de mieux qu'un combat contre Kaido. De tout être vivant, peuplant la terre, la mer ou encore les airs, ce pirate est la créature la plus forte au monde. L'auteur devait nous montrer une chose avec Kaido, la puissance d'un Yonko, la puissance du sommet de la piraterie. Big Mom sur Whole Cake Island n'avait pas ce rôle. Son rôle à elle était de montrer un côté sombre de la piraterie, avec toutes sortes d'organisations. Elle devait nous montrer la terreur d'une véritable impératrice au sommet. Barbe Blanche était quant à lui malade. Il a été trahi. Kaido avait un rôle différent. Et nul ne peut douter que c'est parfaitement réussi. Il a pu combattre et vaincre les fourreaux rouges. Sur le toit, il y avait Killer, Zoro, Kid, Law et Luffy. Il a battu Luffy 3 fois. Il a affronté Yamato. Il levait l'île d'Onigashima. Il a montré sa haki avancée, une grande vitesse, une incroyable résistance, une très grande endurance. En tant qu'antagoniste final de 10 ans d'écriture, il a fait peur, il a été effrayant, il a fait douter. Toutefois, il s'est retrouvé face à Luffy, la représentation du guerrier libérateur. Luffy, guerre 5. Il aura fallu que Luffy perde 3 fois et qu'il obtienne l'éveil du dieu soleil. C'est le combat le plus acharné qu'il ait eu. Luffy a dû mourir pour gagner. Mais durant ce combat, on a eu l'avènement de quelque chose de très grand. C'est un changement au niveau mondial. C'est un changement qui a fait trembler la plus haute instance du monde. On entend les tambours de la libération. Et pour la première fois depuis 800 ans, Joy Boy est de retour. Avant l'analyse, il faut d'abord voir de quoi on parle. À chaque ère, le GM a tenté de mettre la main sur le Gomu Gomu no Mi, et pas une seule fois il a réussi. Durant 800 ans, la plus haute instance mondiale n'a fait qu'échouer. Ce fruit qui a pour apparence le Gomu Gomu no Mi, le fruit du caoutchouc, porte en réalité un autre nom. Le Ito Ito no Mi, mythologique, modèle Nika. Ce fruit, quand il est mangé, donne un corps caoutchouc, et la faculté de combattre comme on l'entend. Nika est celui qui apporte le sourire, c'est le guerrier de la libération. Le dieu soleil. Toutefois, en éveillant ce fruit, en tant que Zoan, elle apporte plus de force physique et de liberté. Et ce pouvoir est le pouvoir le plus absurde du monde. Avec l'éveil du fruit, on a une libération d'Haki des rois qui est gigantesque. Ça agit surtout Onigashima. Sanji se réveille alors qu'il dormait dans la tour de l'hémisphère gauche. Sur la scène, Kid, Law, Yogoro, Marco, Kaido sont choqués. Luffy dira « Je peux faire tout ce que je veux. C'est le summum de ce que je peux faire. » Et en effet, il a raison. Luffy représente désormais le dieu soleil. Celui qui libère, qui fait rire, qui aide,
qui sauve. Luffy sort alors un Gear 5, et visuellement, on comprend pourquoi est-ce que le Gorosei appelle ce pouvoir le plus absurde. Car en réalité, il rend ridicule n'importe quelle situation. Il tourne Kaido comme on pourrait le voir dans Tom et Jerry, ou encore les Looney Tunes. Et c'est au chapitre 1045 que l'on découvre enfin cette fameuse forme. Le chapitre 1044 nous la présente, le chapitre 1045 nous montre ce que Luffy peut faire. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que l'auteur revient aux sources. Il revient aux prémices de One Piece, avec des combats loufoques. Baggy qui se fait attacher, le tourniquet de Don Krieg, la distorsion de Luffy contre Arlong, Wapol qui perd les clés et qui s'enfuit pour que le canon ne marche finalement pas, le Aqua Luffy contre Crocodile, quand il ne pense plus à rien contre Ener, le David Backfight, etc. On pourrait même parler du Gear 4 Bundeman, qui rebondit, Doflamingo Avery, ou encore le Tankman, qui est une forme énorme avec Luffy qui s'est empiffré. Le Gear 5 n'est qu'une suite logique. C'est la représentation des combats de Luffy, mais avec beaucoup plus de liberté et de champ d'action. Toutefois, le sérieux des combats a et aura toujours une grande importance. Tous les combats vus plus tôt ont eu pour finalité des propos sérieux, avec accent sérieuse et vrais dégâts. Luffy rebondit, il a une forme ronde comme un ballon. Doflamingo rigole, mais au final, il se prend un coup et traverse tout Dressrosa. C'est cet équilibre entre l'humour et le sérieux qui fait la richesse de One Piece. Prenons le combat Kaku contre Zoro. Quand Kaku est en girafe, Kaku se change en cube. Il rétracte son cou. Pourtant, en guise de finalité, un pied ouragan qui peut couper une tour. Et pour Zoro, un Ashura, technique démoniaque. Voici l'équilibre qui fait que l'auteur peut faire des combats insolites et épiques. Le Gear 5 ne déroge pas à la règle. Il a un côté comique, loufoque, drôle, mais au final, le combat n'est pas que cartoonesque, car il reste sérieux. Et en conclusion, on a le Shoryuken de Kaido contre le Bajrang de Luffy. L'équilibre est donc maintenu. La tension est là, le propos est présent, Luffy ne gagne pas avec l'absurde, il gagne avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a maîtrisé. Force, éveil de fruits, taille du poing, HD avancé, HDR avancé. Quand on a eu Pika contre Zoro, l'homme de pierre dira qu'une fois écrasé contre le sol, la victoire sera à lui. Sauf que Zoro dira, encore faudrait-il que ton acquis surpasse le mien. Luffy a surpassé Kaido. Lui, sa résistance, sa technique, son acquis. C'est ça qui cause la défaite de Kaido. Et on rappelle que pour lui, la mort est l'aboutissement de l'homme. Goldie Roger a enflammé le monde entier. Il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Le sourire aux lèvres. Barbe Blanche a guidé la future génération en disant que le One Piece existe en mourant debout. Oden, décrit comme le héros de Wano, est mort brûlé, sauf qu'il a sauvé ses samouraïs, l'avenir de Wano, tout en étant acclamé par tout Wano Kuni, le sourire aux lèvres. Kaido était envieux de ses hommes, car il voulait une mort grandiose. Mais un homme qui a détruit un pays entier, qui a fait souffrir femmes et enfants, et qui est un tyran pendant 20 ans, ne pouvait avoir une fin honorable et digne. Il tombe, seul, comme il l'a toujours été. Les personnes qui l'entouraient ne le côtoyaient que parce qu'il était fort. Quand il se fait battre, il n'y a personne à ses côtés. Et on a donc un magnifique parallèle avec Luffy et Kaido qui tombent tous les deux, sauf qu'un seul se fera rattraper par quelqu'un. Kaido se fait éjecter jusqu'aux entrailles les plus profondes de la Terre. Il est dans la chambre magmatique. Kaido meurt, brûlé, comme Oden, le héros du pays. Voilà toute la symbolique de la mort de Kaido. Contrairement à Oden, il ne sourit pas. Personne ne crie son nom en guise d'adieu déchirant. Des cris se font entendre, certes, mais ce sont des cris de victoire, qui annonce que le pays est débarrassé de lui. On a vu que les Mugiwara sont devenus ce qu'ils détestaient. Robin est devenu un démon. Sanji, un guerrier de la science. Zoro veut devenir le roi des enfers. Mais alors, qu'est-ce que Luffy est devenu pour battre Kaido? Pour protéger ses amis et créer un monde dans lequel ils pourront manger à leur faim. Eh bien, Luffy est devenu Joy Boy. Luffy n'était pas Joy Boy, Luffy est devenu Joy Boy. Dans le chapitre 1052, des habitants s'interrogent sur celui qui a battu Kaido. Ce guerrier qui se nomme Joy Boy est considéré comme un héros. Joy Boy est un héros, Luffy ne voulait en aucun cas devenir un héros, Luffy est devenu un héros. Tout comme Robin qui ne voulait pas devenir un démon, Sanji qui ne voulait pas devenir un guerrier de la science, et Zoro qui ne voulait pas dévier de sa voie du sabre, Luffy ne voulait pas devenir un héros. Mais pour protéger leurs amis, Robin deviendra un démon. Sanji, un guerrier de la science, Zoro déviera de la voie du sabre, et Luffy deviendra un héros. L'auteur nous rappelle subtilement que, même si nous avons toute la volonté du monde, si on n'a pas la puissance requise, il y a des gens qu'on ne pourra pas secourir. Monkey dit Luffy, Joy Boy, le guerrier libérateur, l'homme qui deviendra le roi des pirates.